Personne n'imaginait que ce mariage tiendrait même une semaine. Moi non plus. Lorsque j'ai signé les documents devant l'officier d'état civil, mes mains tremblaient. Ce n'était pas l'émotion d'une jeune mariée, c'était la peur. C'était du désespoir déguisé en courage. J'étais une femme qui avait tout perdu en moins de 48 heures et qui n'avait nulle part où aller. Laurent Vasseur se tenait à mes côtés, vêtu d'une chemise propre, les bras croisés sur sa poitrine, ses mains cailleuses bien visibles. Il ne me regarda pas une seule fois pendant la cérémonie. Moi non plus, je ne le regardais pas. Lorsque l'officier déclara que nous étions désormais mari et femme, Laurent se contenta d'incliner la tête. Pas de sourire, pas d'étreinte, pas un mot seulement, un geste sec presque administratif, comme celui d'un homme qui paraphe un contrat de travail. Et c'était exactement ce que ce mariage représentait pour nous deux, un contrat, une solution, un arrangement entre deux êtres qui n'avaient plus d'autre issue. Mais ce qu'aucun de nous ne savait à cet instant, c'est que cette feuille signée avec indifférence allait bouleverser nos vies d'une manière que nous aurions été incapables d'imaginer. Je m'appelle Camille Moreau, et voici l'histoire de la façon dont j'ai appris que l'amour le plus vrai n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, il arrive en silence. Parfois, il prend la forme d'une chambre construite en bois neuf et parfumée à la résine de pin. Parfois, il vient des mains d'un homme qui ne dit jamais ce qu'il ressent, mais le prouve dans chacun de ses gestes. Tout avait commencé 3 mois avant ce mariage sans fleurs. Je vivais à Limoges avec ma mère dans la maison qui avait appartenu à ma grand-mère, une petite maison certes, mais la nôtre avec son vieux carrelage et ses fenêtres qui gémissaient lorsque le vent se levait. Ma mère s'appelait Geneviève. C'était une femme forte, de celles qui ne se plaignent pas même lorsqu'elles souffrent. Elle m'avait élevée seule depuis que mon père nous avait abandonnés quand j'avais 9 ans. Elle avait travaillé comme couturière femme de ménage et dans tous les emplois nécessaires pour me permettre d'étudier. J'avais obtenu mon baccalauréat avec de bonnes notes, puis trouvé un poste dans une quincaillerie. Ce n'était pas le métier dont je rêvais. Mais il était honnête, et le salaire tombait à date fixe. Nous vivions chichement, mais nous vivions, jusqu'au jour où tout s'effondra. Ma mère commença à ressentir des douleurs dans la poitrine. Au début, elle les ignora, comme elle ignorait presque tout ce qui concernait son propre corps. Elle disait que c'était la chaleur, le stress, que cela finirait par passer. Mais cela ne passa pas. Un mardi soir, je la trouvais étendue sur le sol de la cuisine. J'eus si peur qu'il me fallut quelques secondes avant de réagir. J'appelai les secours qui l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital. Les médecins expliquèrent que son cœur avait lâché, qu'elle était arrivée juste à temps et qu'en attendant un peu plus, elle n'aurait pas survécu. Cette nuit-là, je restai seule dans la salle d'attente, un gobelet de café froid entre les mains et le cœur en miettes. Ma mère fut hospitalisée pendant 2 semaines. Les frais de clinique, les médicaments et les dépenses non remboursées commencèrent à s'accumuler. Je n'avais aucune épargne, seulement de quoi tenir jusqu'à la fin du mois. Je demandai un prêt à la banque. On me le refusa. Je sollicitai une avance auprès du patron de la quincaillerie. Il répondit que ce n'était pas possible, que l'entreprise ne procédait jamais ainsi. Désespérée, je me tournai vers un homme connu dans le quartier. Il se faisait appeler Monsieur Armand Delorme. Il prêtait de l'argent rapidement, sans dossier compliqué, ni formalité interminable, seulement à des taux qui, sur le moment, ne me parurent pas insupportables. Je signai sans lire attentivement. Je n'avais plus la tête à lire. Je ne pensais qu'à régler les frais et à voir ma mère sortir vivante de l'hôpital. Je payais ce qui devait l'être. Ma mère rentra chez nous et passa 2 mois à se rétablir. Je travaillais le jour et veillais sur elle la nuit. Je dormais peu, mangeais ce que je pouvais, mais cela m'était égal, puisqu'elle était en vie. Les ennuis commencèrent lorsque je voulus rembourser Monsieur Delorme. Les intérêts avaient grossi d'une manière que je ne comprenais pas. On m'expliqua les calculs et je restai pétrifiée. Je devais désormais presque le double de la somme empruntée et presque le triple si je ne payais pas rapidement. Je me rendis chez lui. Il me reçut avec un sourire glacial. Il affirma que le contrat était parfaitement clair, que je l'avais signé, et que si je ne pouvais pas payer, il y aurait des conséquences. Il ne précisa pas lesquelles. Ce n'était pas nécessaire. Son ton disait tout. Je commençais à faire des heures supplémentaires. Le week-end, je pris un second emploi pour nettoyer un salon de coiffure.
Je lui envoyais tout ce que je pouvais, mais ce n'était jamais assez. La dette ne diminuait pas, elle grandissait comme une plante vénéneuse nourrie par mon angoisse. Un vendredi après-midi, en rentrant chez moi, après un double service, je trouvai 2 hommes devant la porte. Des hommes massifs au regard dur. Ils tenaient un document qui avait l'apparence d'un acte officiel, sans l'être vraiment, mais je ne savais pas comment le contester. Ils prétendaient que la maison avait été donnée en garantie et que nous avions 72 heures pour la quitter. Ma mère se trouvait à l'intérieur. Lorsque je le leur dis, l'un d'eux haussa les épaules. « Ce n'était pas son problème », répondit-il. J'entrai dans la maison en tremblant et expliquai tout à ma mère du mieux que je pus. Elle ne pleura pas. Elle me regarda de ses yeux fatigués et me dit que tout finirait par s'arranger. Je ne la crus pas, mais je la serrai très fort contre moi pour ne pas éclater en sanglots devant elle. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai assise dans la cuisine à contempler les murs, ces mêmes murs qui avaient vu grandir ma mère, qui avaient entendu mes premiers pas, et je compris que j'étais en train de les perdre. Le lendemain au travail, une collègue prénommée Sophie remarqua mon visage défait et me demanda ce qui se passait. Je lui racontai tout. Elle m'écouta en silence, puis me proposa quelque chose qui me parut absurde. Elle connaissait, disait-elle, un homme capable de m'aider, un agriculteur qui vivait loin de la ville et cherchait une épouse pour des raisons non pas romantiques mais pratiques, un homme prêt à régler les dettes d'une femme en échange d'un mariage. Je me mis à rire. Je lui répondis que c'était de la folie. Elle me regarda avec gravité et dit « Parfois la folie est la seule chose qui nous reste ». 3 jours plus tard, je me tenais devant Laurent Vasseur, dans un domaine agricole, situé à une centaine de kilomètres de Limoges, et ce que je vis dans ses yeux n'avait rien de ce que j'avais imaginé. Laurent Vasseur ne ressemblait pas à l'homme que mon esprit avait fabriqué. Lorsque Sophie m'avait parlé d'un fermier cherchant une épouse pour des motifs pratiques, j'avais imaginé un homme âgé rude, être doté du regard trouble de quelqu'un qui a trop vécu et trop peu appris. Mais l'homme qui apparut sur le seuil de cette ferme était différent. Il devait avoir 40 ans être un peu moins. Grand, les épaules larges, il avait le corps d'un homme qui travaille chaque jour de ses mains. Ses cheveux sombres étaient légèrement en désordre, comme si le vent de la campagne les avait coiffés sans demander la permission. Sa barbe était courte, négligée sans être sale. Et puis il y avait ses yeux qui me fixèrent plusieurs secondes, sans ciller, avant de se tourner vers l'horizon. Ils n'étaient pas froids, ils étaient fatigués, chargés de choses qu'on n'oublie pas facilement. Il me tendit la main pour me saluer. Sa poignée fut ferme, brève, sans ostentation. Il prononça son nom à voix basse. Je donnai le mien. Il hocha la tête, comme s'il le connaissait déjà, comme si toute cette rencontre n'était qu'une formalité qu'il souhaitait achever au plus vite. Il me fit entrer. La ferme était une grande bâtisse de pierre et de bois, au sol de béton lissé et au plafond haut. À l'intérieur se trouvait une longue table, des chaises en bois et une cuisinière à bois encore tiède. L'air sentait la campagne, la terre humide et quelque chose que je ne sus pas identifier sur le moment. Je compris plus tard que c'était simplement l'odeur du domaine, cette odeur qui s'accroche aux vêtements et aux cheveux et met plusieurs jours à disparaître. Nous nous assîmes à la table. Laurent posa 2 tasses de café sans me demander si j'en voulais, comme s'il savait que j'en avais besoin. Il avait raison. Je bus en silence. Lui aussi. Plusieurs minutes passèrent sans qu'aucun de nous ne parle. J'attendais qu'il dise quelque chose, qu'il m'explique la situation, qu'il énonce ses conditions. Mais il ne le fit pas. Il regardait seulement le fond de sa tasse comme si des mots y étaient inscrits et que lui seul pouvait les lire. Finalement, ce fut moi qui parlais. Je lui demandai franchement ce qu'il recherchait. Il releva les yeux, me fixa quelques secondes. Puis expliqua de cette voix basse et régulière, qui était la sienne, qu'il avait besoin d'une épouse légitime, qu'il avait des raisons familiales qu'il ne voulait pas encore exposer, et qu'en échange, il réglerait mes dettes et me donnerait un endroit où vivre. Il ajouta qu'il n'attendrait jamais de moi quoi que ce soit que je ne souhaiterais pas lui donner. Il le formula exactement ainsi, sans détour, sans romantisme et sans promesse qu'il ne pourrait tenir. Je lui demandai s'il existait un contrat. Il répondit qu'un avocat de confiance l'avait préparé et que je pouvais le lire aussi lentement que nécessaire.
Il me tendit une enveloppe de papier craft. Je l'ouvris et lus chaque ligne. L'accord était clair. Laurent remboursait intégralement la dette envers Monsieur Delorme. Il garantissait le logement et la nourriture pour moi et pour ma mère, si cela devenait nécessaire. En échange, j'acceptais de l'épouser civilement et de vivre sur le domaine pendant au moins 1 an. Au terme de cette période, nous pourrions renégocier ou mettre fin à l'accord si nous le décidions tous les deux. Il n'y avait aucune clause obscure, aucune petite ligne dissimulant un piège. C'était un marché honnête quoiqu'étrange. Je remis les documents dans l'enveloppe, levai les yeux et le regardai. Je lui demandai pourquoi il ne cherchait pas une femme qu'il aimerait réellement. Il ne répondit pas tout de suite. Il observa la fenêtre un instant, puis dit que trouver un tel amour exigeait du temps, et que ce temps, il ne l'avait pas. Je ne posais pas d'autres questions. Sa manière de parler m'indiquait qu'une histoire se cachait derrière ces mots, mais cette histoire ne m'appartenait pas encore. Je demandai quelques jours pour réfléchir. Il me donna jusqu'au jeudi. Sans réponse à cette date, il chercherait une autre solution. Il le dit sans pression ni menace. Simplement comme un fait, avec l'attitude d'un homme qui connaît la valeur de son temps et respecte celui des autres. Je quittai la ferme et retournai à Limoges l'esprit en tumulte. Ma mère m'attendait chez une voisine où nous avions entreposé le peu que nous possédions avant le retour des hommes de Monsieur Delorme. Je lui racontai tout. Elle m'écouta assise sur une chaise en plastique, les mains croisées sur sa jupe. Lorsque j'eus terminé, elle ne posa qu'une seule question. Laurent m'avait-il paru dangereux? Je pensais à ses yeux, à sa voix au café qu'il avait servi sans rien demander. Je répondis que non, qu'il m'avait surtout semblé terriblement seul. Ma mère acquiesça lentement. La solitude, dit-elle, n'était pas la même chose que la méchanceté. Elle avait connu des hommes dangereux au cours de sa vie et savait les reconnaître. Si je n'avais pas ressenti de peur en sa présence, peut-être y avait-il là quelque chose qui méritait d'être examiné. Je passai 2 jours à tourner en rond. Je parcourus les rues de Limoges en regardant chaque endroit comme si je lui faisais mes adieux, le parc où je jouais enfant, la boulangerie où ma mère achetait le pain, le dimanche l'école où j'avais appris à lire. Tout resterait à sa place, mais je n'en ferais plus partie de la même manière. Le mercredi soir, je pris ma décision. Il n'y eut rien de dramatique, aucun éclair, ni aucune révélation. Je m'assis simplement sur le bord du lit prêté, où je dormais, et pour la première fois depuis des semaines, je pensais avec clarté. Je n'avais plus d'emploi stable, car on m'avait licencié après mes trop nombreuses absences pour soigner ma mère. La dette continuait à grossir. Monsieur Delorme avait déjà envoyé ses hommes une fois, et il recommencerait. Ma mère avait besoin de calme pour se rétablir, et cet homme silencieux de la campagne m'offrait ce que personne d'autre ne pouvait me donner. Pas de l'amour, pas de belles promesses, mais de la stabilité, une protection et un toit. Dans la vie, on ne peut pas toujours choisir entre le bien et le mal. Parfois, on ne peut choisir qu'entre le difficile et l'impossible. J'appelai Sophie le soir même et lui annonçai que j'acceptais. Elle poussa un soupir de soulagement. Elle connaissait Laurent depuis des années, dit-elle, et n'avait jamais entendu dire le moindre mal de lui. Je lui demandai pourquoi dans ce cas il était resté seul. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Puis Sophie répondit que ce serait à lui de me le raconter lorsqu'il serait prêt. Cette réponse m'inquiéta davantage que toutes les autres, mais ma décision était prise. Le jeudi, j'arrivai à la ferme avec une petite valise et les documents signés. Laurent m'attendait à l'entrée. Il regarda la valise, puis moi sans prononcer un mot, et s'écarta pour me laisser passer. Cet après-midi-là, nous nous rendîmes à la mairie du village le plus proche. 2 témoins administratifs avaient été trouvés, mais aucun proche n'était venu de mon côté. Il n'y avait ni fleurs ni musique, seulement les papiers l'officier d'état civil et ce silence qui semblait être la langue naturelle de Laurent. Lorsque nous sortîmes de la mairie, le soleil descendait déjà vers l'horizon. Le ciel était orange, rouge et violet, tout à la fois. Laurent se dirigea vers sa camionnette et s'arrêta avant d'en ouvrir la portière, sans me regarder. Il m'informa que ma chambre était prête, qu'elle m'appartenait et que je pouvais l'aménager comme je le souhaitais. Je montai dans le véhicule sans savoir quoi répondre. Tandis que nous suivions le chemin de terre vers le domaine, je regardais par la vitre et tentais de comprendre ce que je venais de faire. J'étais son épouse, mais je ne le connaissais pas. J'allais vivre dans sa maison, mais elle n'était pas mon foyer.
J'avais un toit, mais aucune certitude. Puis nous arrivâmes. Lorsque j'entrai pour la première fois dans cette ferme en tant que femme de la maison, je découvris la chambre dont il avait parlé. Elle était petite, mais venait d'être construite. Le bois était neuf, l'air sentait le pin, une fenêtre donnait sur les champs ouverts, et au centre un lit était garni de draps propres soigneusement pliés. Je restai sur le seuil à contempler tout cela, et ressentis quelque chose que je n'avais pas prévu. Ce n'était ni du bonheur, ni même du soulagement. C'était plus subtil, quelque chose qui ressemblait à la sensation qu'une personne pour la première fois depuis très longtemps avait pensé à moi, uniquement à moi, sans rien réclamer en échange. Je ne sus pas quoi faire de cette émotion, alors je la gardai en moi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je dormis sans me réveiller jusqu'au lever du jour. Les premiers jours à la ferme furent étranges d'une manière que je peine encore à expliquer. Ce n'était pas exactement de la gêne. C'était plutôt l'impression de se déplacer dans une vie qui ne vous appartient pas encore, comme lorsqu'on porte un manteau qui n'est pas à sa taille. Il vous tient chaud, mais n'a pas encore épousé la forme de votre corps. Laurent se levait avant l'aube. Je l'entendais se déplacer dans la cuisine, poser la bouilloire sur le feu, ouvrir la porte de derrière qui grinçait. Lorsque je sortais de ma chambre, il était déjà dehors au travail. Parfois, je l'apercevais depuis la fenêtre silhouette solitaire parmi les bêtes et les terres accomplissant des tâches que je ne comprenais pas encore. Il travaillait avec une concentration absolue, sans hâte mais sans interruption, tel un homme ayant trouvé le rythme exact de ses journées et n'ayant besoin de personne pour le lui imposer. Le premier matin, je restais assise dans la cuisine, sans savoir quoi faire. Du café était près du pain, attendait sur la table. J'ignorais s'il les avait laissés pour moi ou s'il s'agissait simplement de restes. Je pris mon petit déjeuner seul en regardant par la fenêtre. La matinée était froide et limpide. Les champs étaient couverts d'une brume légère qui se dissolvait lentement sous le soleil. Cette image me serra la poitrine. Ce n'était pas exactement de la tristesse, mais le vertige de l'immensité, la découverte, que le monde était bien plus vaste que mes problèmes et que depuis des semaines, je n'avais plus réussi à regarder au-delà d'eux. Vers le milieu de la matinée, Laurent entra, se lava les mains à l'évier, les essuya, avec un torchon suspendu à côté, et me demanda si j'avais besoin de quelque chose. Je répondis que non. Il acquiesça et ressortit. Le premier jour se passa ainsi. Le deuxième aussi, et une bonne partie du troisième. Une femme venait 2 fois par semaine pour aider au ménage et à la cuisine. Elle s'appelait Berthe. Elle avait environ 60 ans, les cheveux gris tirés en un chignon serré et de grandes mains qui travaillaient avec une rapidité surprenante. Lors de notre première rencontre, elle me détailla de la tête aux pieds avec de petits yeux vifs. Pendant un long moment, elle ne dit rien et continua simplement à balayer. Puis, sans interrompre son geste, elle me demanda si je savais cuisiner. Je répondis que je me débrouillais. Elle produisit un petit son qui n'exprimait ni approbation, ni désapprobation, c'était seulement la preuve qu'elle avait entendu. Plus tard, elle m'indiqua où se trouvait chaque chose dans la cuisine. Pas de sermons ni de commentaires, inutile uniquement des renseignements pratiques donnés à voix basse et avec précision. Je compris aussitôt que Berthe faisait partie de ces personnes qui jugent la valeur des choses à leur utilité et que si je me rendais utile, elle me traiterait correctement. Je décidai donc de l'être. Je commençai à me lever plus tôt et à préparer le café avant que Laurent ne revienne de sa première tournée de travail. La première fois, il entra dans la cuisine et trouva la table dressée. Il s'immobilisa une seconde, me regarda et murmura seulement merci. Mais sa façon de le dire m'indiqua qu'il ne s'agissait pas d'une formule de politesse. Il était sincère. Cette semaine-là, j'appelai Sophie pour savoir si elle avait des nouvelles de Monsieur Delorme. Elle m'apprit que Laurent avait déjà envoyé quelqu'un régler l'affaire et que la dette était entièrement acquittée. Je ressentis quelque chose que je ne sus pas nommer du soulagement ou de la honte. Du soulagement parce que cette ombre ne me poursuivait plus. De la honte parce qu'un homme que je connaissais à peine venait de payer le prix de mes erreurs sans demander la moindre explication. Cet après-midi-là, je cherchais Laurent dans l'enclos où il inspectait une clôture. Je m'approchai lentement, pour ne pas le surprendre, même s'il semblait difficile de surprendre un homme pareil. Je lui dis que j'avais appris pour la dette, que je voulais le remercier, et qu'il devait savoir que je ne considérais pas son geste comme allant de soi.
Il continua un moment à examiner la clôture, puis me regarda de côté. Il répondit qu'il n'y avait pas lieu de le remercier puisque cela faisait partie de notre accord. Je lui répliquai que l'accord était une chose et la gratitude une autre. Cette fois, il se tourna davantage vers moi. Quelque chose changea brièvement dans son expression. Il ne sourit pas vraiment, mais ses traits s'adoucirent comme si la distinction que je venais d'établir l'avait intéressé. Il inclina la tête, puis reporta son attention sur la clôture. Je découvris peu à peu le domaine. Il était plus vaste qu'il ne paraissait depuis la route. Il y avait une grange remplie d'outils, un enclos avec des vaches et quelques chèvres, un poulailler, au fond ainsi qu'un potager très négligé qui produisait encore, malgré tout. Au centre de la cour se dressait un immense tilleul dont l'ombre était si généreuse qu'au jour de chaleur s'asseoir sous ses branches donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. J'appris que Laurent employait 3 ouvriers agricoles du village voisin pendant la semaine. Ils arrivaient tôt et repartaient au coucher du soleil. Ils parlaient peu et travaillaient beaucoup. Ils me saluaient avec respect mais sans familiarité excessive. Je compris qu'à la campagne existaient des règles non écrites, que la femme du propriétaire occupait une place particulière et que personne ne se mêlait de ce qui ne le regardait pas. Au début, cela m'étonna. Je venais de la ville où chacun se permet d'avoir une opinion sur votre vie sans demander la permission. Mais je finis par comprendre que ce respect silencieux constituait lui aussi une forme de protection. Un après-midi, je trouvai une photographie sur la cheminée du salon. Elle était encadrée et légèrement décolorée par les années. On y voyait un jeune homme que je reconnus comme Laurent, avec moins d'années sur le visage et davantage de légèreté dans les yeux. À ses côtés se tenait une jeune femme aux cheveux longs dont le sourire semblait occuper la moitié du visage. Il posait devant cette même ferme qui paraissait plus neuve sur le cliché. Je regardai la photographie plus longtemps que je n'aurais dû. Je ne savais pas exactement ce que j'y cherchais, mais quelque chose me soufflait qu'elle contenait une partie des réponses aux questions que je n'avais pas encore osé poser. Ce soir-là, pendant le dîner, je tentais d'engager la conversation. Je demandai à Laurent depuis combien de temps il vivait sur le domaine. Il répondit qu'il y avait toujours vécu, qu'il était né sur cette terre, que son père avait construit la ferme à partir de rien et qu'il en avait hérité avec toutes les dettes et toutes les joies qu'elle contenait. Je lui demandai s'il avait de la famille dans les environs. Après une courte pause, il mentionna un frère installé dans le nord qu'il voyait rarement. Je n'insistai pas. Mais ce soir-là, avant de m'endormir, je repensais à la photographie à cette femme souriante et aux yeux plus légers du jeune Laurent. Je me demandais ce qui avait pu se passer entre ce cliché et l'homme silencieux qui partageait désormais sa maison avec moi, sans presque rien partager d'autre. La réponse ne vint pas cette nuit-là, mais elle était plus proche que je ne le pensais. Ce fut Berthe qui me confia une partie de l'histoire, non parce que je l'avais interrogée directement, mais parce qu'un midi, tandis que nous épluchions des pommes de terre dans la cuisine, elle se mit à parler comme si elle avait conservé ses mots trop longtemps et venait soudain de décider que cela suffisait. Laurent avait déjà été marié. Sa femme s'appelait Marianne. Ils s'aimaient depuis leur jeunesse, depuis l'époque où ils étaient presque encore des enfants et où la ferme sentait la peinture fraîche. Marianne, raconta Berthe, était une femme joyeuse, de celles qui remplissent une pièce rien qu'en y entrant. Elle chantait en cuisinant. C'était elle qui avait créé le potager que je voyais à présent abandonné et qui, autrefois, était ordonné fertile et généreux. Berthe parlait en gardant les yeux sur les pommes de terre. Elle ne me regardait pas comme si raconter cette histoire exigeait de ne pas avoir de témoins directs. Marianne était tombée malade. Tout avait été rapide et cruel, comme le sont souvent ces choses-là. Laurent avait vendu des bêtes, contracté des prêts, consulté des médecins à Limoges, puis à Paris. Il avait fait tout ce qu'un homme peut faire lorsque son monde commence à s'effondrer entre ses mains. Cela n'avait pas suffi. Marianne était morte un hiver 6 ans auparavant, et depuis Laurent n'avait plus jamais été le même. Je restai longtemps silencieuse lorsque Berthe eut terminé. Je continuais à éplucher les pommes de terre, même si je ne sentais plus mes doigts. J'essayais d'intégrer cette révélation comme on cherche à placer une pièce inattendue dans un puzzle. Je demandais à voix basse pourquoi il acceptait alors de se remarier. Berthe poussa un bref soupir. Le frère de Laurent, celui qui vivait dans le Nord, avait engagé une procédure pour réclamer une partie du domaine. Il prétendait qu'à la mort de leur père,
la succession n'avait pas été correctement partagée. Des avocats s'en mêlaient, des documents circulaient, et la menace d'un procès devenait réelle. Un conseil juridique avait expliqué à Laurent que sa situation d'homme seul, sans héritier ni foyer constitué, le rendait plus vulnérable dans le conflit concernant la continuité de l'exploitation et le partage successoral. Un mariage légal, accompagné d'un domicile familial stable sur la propriété, donnerait davantage de force à sa position. Je compris alors. Ce n'était ni un caprice, ni une forme de désespoir romantique. C'était une stratégie de survie tout comme la mienne. Deux personnes étaient arrivées au même point, par des chemins totalement différents. Cet après-midi-là, je regardais Laurent autrement mais sans pitié. Ce n'était pas un homme que l'on pouvait plaindre sans qu'il s'en aperçoive et sans offense. Je le regardais avec une compréhension nouvelle, comme quelqu'un qui finit enfin par saisir la langue d'une conversation entendue pendant des jours sans pouvoir la suivre. Cette semaine-là, ma mère arriva à la ferme. Laurent et moi avions convenu qu'elle pourrait rester quelque temps jusqu'à la fin de sa convalescence. Il avait accepté sans faire de difficulté, demandant seulement la date de son arrivée afin que tout soit prêt. Geneviève descendit d'un autocar avec une valise modeste et cette dignité qu'elle n'abandonnait jamais nulle part. En découvrant la ferme, elle l'observa un instant en plissant les yeux, puis se tourna vers moi. Elle dit que le domaine était plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Je lui répondis que oui, qu'il était plus vaste à bien des égards que tout ce que j'avais imaginé. Laurent l'accueillit à l'entrée. Il retira son chapeau et lui souhaita la bienvenue de sa voix basse et régulière. Ma mère le fixa droit dans les yeux pendant plusieurs secondes. C'était sa façon d'évaluer les gens, elle les regardait jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Puis elle hocha la tête, déclara que le plaisir était partagé et sourit. Ma mère souriait rarement. Ce geste me révéla quelque chose que je ne sus pas formuler sur le moment, mais que je gardais précieusement. Ce soir-là, nous dînâmes tous les trois. Pour la première fois, la longue table de la ferme ressembla à une table de famille. Laurent parla peu comme toujours, mais répondit à toutes les questions de ma mère, avec respect et sans impatience. Elle l'interrogea sur les animaux, les terres, et le travail, toutes ces questions pratiques dont elle avait le secret, et il répondit avec cette précision tranquille qui constituait sa manière de communiquer. Après le dîner, pendant que je faisais la vaisselle, j'entendis ma mère lui dire quelque chose à voix basse. Je ne distinguais pas ces mots, seulement la réponse de Laurent, un unique « oui ». Mais ce oui-là avait un ton différent de tous ceux que je lui avais entendus jusque-là. Il était plus doux, presque semblable à une promesse. Plus tard, je demandai à ma mère ce qu'elle lui avait dit. Elle me regarda avec cette expression qui signifiait toujours qu'elle en savait davantage qu'elle ne voulait en révéler. Elle avait simplement demandé à Laurent de veiller sur moi, répondit-elle, et il avait dit oui. Je fermai les yeux un instant. Dehors, la campagne était immobile. Les grillons chantaient comme chaque nuit. La ferme respirait dans cette obscurité paisible que seuls connaissent les endroits éloignés des villes. Pour la première fois depuis mon arrivée, je me demandais si notre étrange arrangement pouvait se transformer en quelque chose qui porterait un nom moins froid que celui de contrat. Je n'avais pas la réponse, mais l'ignorer ne m'effrayait déjà plus autant. Ce qui arriva cette semaine-là, en revanche, fut une visite que personne n'avait prévue et qui modifia brusquement l'atmosphère du domaine. Une grande voiture apparut sur le chemin de terre, un jeudi au milieu de l'après-midi. Lorsque Laurent l'aperçut, quelque chose changea dans son corps, une tension que je ne lui avais encore jamais vue. Il se redressa, serra les mâchoires et attendit les bras croisés, tandis que la voiture s'arrêtait devant la ferme. Un homme en descendit. Il ressemblait à Laurent par la taille et la carrure, mais portait des vêtements de ville et regardait chaque chose comme s'il était en train d'en fixer le prix. C'était son frère. Il s'appelait Romain, et la manière dont il observa le domaine, puis moi avant de reporter son regard sur Laurent, me fit immédiatement comprendre pourquoi cet homme représentait un problème. Romain Vasseur avait le sourire de quelqu'un qui s'entraîne devant un miroir. Il était large, parfaitement placé, dévoilait des dents impeccables et contenait juste assez de chaleur pour sembler sincère sans l'être. En venant me saluer, il prit ma main entre les deux siennes et déclara que c'était un immense plaisir de rencontrer enfin l'épouse de son frère. Il appuya tellement sur le mot immense que cela ressembla à tout, sauf à de l'enthousiasme véritable. Je soutins son regard et lui rendis son salut sans ajouter un mot de trop.
Laurent suivait notre échange depuis l'endroit où il se tenait immobile, avec ce calme qui devenait parfois plus éloquent que n'importe quel discours. Romain expliqua qu'il venait découvrir le domaine qu'il souhaitait le visiter depuis longtemps, que les affaires de famille étaient importantes, et qu'il ne voulait pas qu'un quelconque malentendu abîme la relation entre deux frères. Il parlait avec la légèreté de quelqu'un qui commente le temps, comme si aucun avocat ne se cachait derrière ses phrases, comme si aucun dossier n'avait été constitué et aucune action en justice engagée. Laurent l'invita à entrer non parce qu'il le désirait, cela se lisait dans chacun de ses gestes, mais parce que c'était la conduite attendue. La ferme obéissait à une loi d'hospitalité que Laurent refusait de trahir même lorsque cela lui coûtait. Nous nous assîmes tous les trois au salon. Berthe apporta du café sans qu'on le lui demande. Romain commença par parler de banalité, le trajet, la chaleur, la campagne. Il questionna Laurent sur les animaux, les récoltes et les prix. Cela ressemblait à de l'intérêt, mais c'était en réalité un inventaire. Je l'observais sans qu'il s'en rende tout à fait compte. Ses yeux parcouraient la pièce, la cheminée, les meubles et les murs, comme s'il calculait la valeur de chaque objet. Laurent répondait par de courtes phrases et ne donnait jamais plus d'informations que nécessaire. C'était comme assister à une partie d'échecs où un seul des joueurs exposait ses pièces. À un moment, Romain se tourna vers moi et demanda depuis combien de temps nous étions mariés. Je répondis honnêtement quelques semaines. Il souleva à peine un sourcil. Il voulut savoir où nous nous étions rencontrés. Je lui dis que nous avions été mis en relation par une connaissance commune. Il hocha lentement la tête, puis déclara avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux que c'était charmant et que l'amour arrivait lorsque l'on s'y attendait le moins. Je ne répondis pas. Laurent non plus. Ce soir-là, Romain resta dîner. L'invitation ne fut pas enthousiaste, seulement dictée par une politesse impossible à éviter. Pendant le repas, il parla davantage. Il raconta sa vie dans le Nord, son commerce, ses associés et son appartement en ville. Il débitait tout cela avec l'aisance d'un homme habitué à impressionner les autres, mais ne posa jamais à Laurent une question réellement personnelle. Il ne lui demanda ni comment il allait, ni ce dont il avait besoin. Rien ne l'intéressait en dehors du domaine et des chiffres qu'il représentait. Lorsque Romain se retira dans la chambre d'ami Laurent et moi restâmes seuls dans la cuisine. Il demeura debout devant la fenêtre, une tasse de thé, refroidie à la main. Je lui demandai à voix basse si la procédure suivait son cours. Il acquiesça sans me regarder. Je voulus savoir si je pouvais faire quelque chose. Cette fois, il tourna vers moi ce regard direct qui me prenait toujours un peu au dépourvu, tant il était intense sans jamais être agressif. Il avait seulement besoin, dit-il, que nous continuions à être ce que nous étions, un couple installé, menant sa vie quotidienne avec naturel. Si son frère, ou quelqu'un d'autre, posait des questions, nous devions répondre avec autant de vérité que les circonstances le permettaient. Je lui assurai que je comprenais et que je pouvais le faire. Il hocha la tête et alla déposer sa tasse dans l'évier. Avant de quitter la cuisine, il s'arrêta une seconde. Sans se retourner complètement, il me dit qu'il m'en était reconnaissant. Sa voix était basse, comme si la gratitude était une chose fragile qu'il fallait exprimer sans bruit pour ne pas la briser. Je restai seule dans la cuisine pendant quelques instants. J'écoutais ses pas s'éloigner dans le couloir et pensais que cet homme ressemblait aux terres qui l'entouraient. Au premier regard, tout paraissait simple, dégagé, facile à lire. Mais plus on y passait de temps, plus on découvrait de profondeurs de repli et de vie cachée sous la surface. Le lendemain, Romain visita le domaine avec Laurent. Je les observais de loin en étendant du linge. Romain désignait certaines choses et multipliait les questions. Laurent répondait avec son habituelle économie de mots. À un moment, Romain posa une main sur l'épaule de son frère. De loin, le geste aurait pu sembler affectueux, mais quelque chose en moi refusait de le comprendre ainsi. C'était comme regarder une plante sans savoir si elle était décorative ou vénéneuse, et devoir s'en approcher pour le découvrir. Romain repartit dans l'après-midi. Avant de monter dans sa voiture, il vint vers moi, reprit ma main, et déclara que la rencontre avait été un plaisir, qu'il espérait nous revoir bientôt, et que la famille était ce qu'il y avait de plus important. J'acquiesçai et lui rendis exactement le sourire nécessaire, ni plus ni moins. Lorsque sa voiture disparut sur le chemin de terre, le silence revint sur la ferme, comme l'eau reprend sa place, après que l'on en retire une pierre. Laurent resta un moment à regarder la route, puis se retourna et se rendit directement à la grange,
sans prononcer un mot. Je rejoignis ma mère assise, sous le grand tilleul avec son tricot. Je pris place à ses côtés. Elle ne posa aucune question et continua simplement à faire courir ses aiguilles. Au bout d'un moment, sans lever les yeux, elle déclara qu'elle n'aimait pas cet homme. Je lui demandai lequel des deux. Elle répondit que je le savais très bien, et elle avait raison. Ce que j'ignorais encore, c'était jusqu'où Romain serait prêt à aller pour obtenir ce qu'il voulait. La réponse arriva bien plus tôt que je ne l'aurais cru. La semaine qui suivit sa visite apporta un calme trompeur. La ferme poursuivit son rythme habituel. Les ouvriers arrivaient à l'aube, les animaux réclamaient des soins, et la terre exigeait un travail constant auquel Laurent répondait avec son dévouement silencieux. Pourtant, je percevais quelque chose de nouveau en lui. Une tension apparut après que la voiture de son frère eut disparu, une vigilance qui ne s'éteignait jamais même lorsque tout semblait paisible. Je commençais à participer davantage aux tâches du domaine, non parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que cela me paraissait juste. Puisque j'allais vivre là, je voulais avoir le sentiment d'en faire partie et ne pas rester une simple locataire liée par un étrange contrat. Je m'occupais du potager. Il était abandonné, comme Berthe me l'avait expliqué, mais il n'était pas mort. Ses racines attendaient encore que quelqu'un leur accorde de l'attention. J'achetais des graines au village, arrachais les mauvaises herbes et retournais la terre avec une patience que je ne me connaissais pas. Ma mère m'aidait lorsqu'elle en avait la force. Assise sur un petit tabouret, elle me transmettait les conseils appris de sa propre mère plusieurs décennies auparavant. Elle disait que la terre avait une mémoire et que, si on la traitait bien, elle s'en souvenait. Un jour, Laurent passa près du potager et s'arrêta. Il m'observa travailler sans rien dire. Je remarquai sa présence, mais poursuivis mon ouvrage. Il finit par demander ce que j'avais planté. Je lui répondis des tomates, des courges, et quelques herbes, du basilic, du persil et du romarin. Il contempla la terre fraîchement retournée avec une expression que je ne sus pas entièrement déchiffrer. Puis, presque pour lui-même, il murmura que Marianne avait planté du basilic exactement dans ce coin. Je m'immobilisai. Il sembla prendre conscience de ce qu'il venait de dire, releva les yeux et me regarda. Je ne vis ni gêne ni douleur manifeste dans son regard, seulement une constatation, comme lorsqu'on remarque qu'une chaise se trouve toujours à la même place. Je lui dis que je l'ignorais et que s'il le préférait, je pouvais planter autre chose. Il secoua la tête. Non, c'était très bien ainsi. Le basilic poussait bien à cet endroit parce qu'il recevait le soleil de l'après-midi. Puis il s'éloigna. Je restai un moment à contempler la terre. Je pensais à Marianne, au fait que ce potager avait été le sien, que cette cuisine avait été la sienne, et que la vie dans laquelle j'entrais aujourd'hui lui avait appartenu avant moi. Je ne ressentis aucune jalousie. C'était une émotion plus complexe, proche du respect, que l'on éprouve en entrant dans un lieu sacré, la conscience qu'une histoire avait vécu ici et qu'il fallait avancer avec précaution. Cette semaine-là, nous reçûmes une lettre de l'avocat de Romain. Laurent me la montra sans que je le demande. Le document réclamait officiellement une inspection du domaine et une vérification des titres de propriété. L'avocat soutenait que la succession de leur père avait été irrégulière et que son client avait droit à une part des terres. Je lus la lettre 2 fois, la posai sur la table et demandai à Laurent ce qu'en pensait son propre avocat. Il répondit que sa position était solide, que les titres étaient clairs et que son père avait laissé tous les documents nécessaires à son nom. Cependant, les procès duraient longtemps, coûtaient cher et épuisaient ceux qui les subissaient. Romain le savait. Son objectif n'était être pas de gagner, mais de l'user. Je demandai si je pouvais faire quelque chose de plus. Laurent me regarda et répondit que oui. Une réunion avec son avocat était prévue au village la semaine suivante et il souhaitait que je sois présente car l'image d'un couple réellement établi comptait dans ce dossier. J'acceptai sans hésiter et lui assurai qu'il pouvait compter sur moi. Ce soir-là, pour la première fois depuis mon arrivée, Laurent me posa une question personnelle. Après le dîner, tandis que nous buvions du thé au salon, il voulut savoir quelles études j'avais faites. Je lui expliquai que j'avais obtenu mon baccalauréat et commencé une formation en gestion et comptabilité, mais que j'avais dû l'abandonner faute de temps et d'argent. Il m'écouta attentivement, puis me demanda si ce genre de travail, les chiffres et l'organisation me plaisaient.
Je répondis que oui, que mettre de l'ordre là où régnait le désordre me procurait une véritable satisfaction. Il acquiesça. Le domaine possédait des dossiers et des comptes qui avaient besoin depuis longtemps d'un regard méthodique. Si je le souhaitais, je pouvais l'aider. Il ne le présenta ni comme un ordre, ni comme une condition de notre arrangement, mais comme une proposition susceptible de nous être utile à tous les deux. J'acceptai avec plaisir. Ainsi, presque sans nous en rendre compte, nous trouvâmes un véritable point de rencontre, quelque chose qui ne figurait dans aucun contrat, né d'une nécessité pratique, mais porteur d'une chaleur différente. Je passai les jours suivants à examiner les archives de la ferme. Des cartons entiers n'avaient pas été ouverts depuis des années, factures, reçus contrats de fournisseurs, registres du bétail. Certains documents étaient soigneusement conservés. D'autres formaient un désordre que personne n'avait eu le courage d'affronter depuis longtemps. Je m'installai à la grande table du salon avec toutes ces feuilles étalées devant moi. Je classais, regroupais et annotais. Laurent passait parfois et observait mon travail. Il ne disait rien, mais il restait quelquefois debout une seconde de plus que nécessaire, comme s'il aimait regarder l'ordre se dessiner. Un jour, je découvris parmi les papiers un ancien carnet relié de cuir usé sur les bords. Je l'ouvris sans réfléchir. C'était l'écriture de Marianne. Je le sus avant même de lire son nom. Sa calligraphie était douce et ronde avec de longues barres sur les lettres. Elle y avait noté des observations sur le potager des listes et les dépenses du mois. Sur la dernière page, une phrase se trouvait seule sans contexte. « Cet endroit est plus vivant qu'il n'en a l'air. » Je refermai soigneusement le carnet et le mis de côté. Lorsque Laurent passa plus tard, je lui dis que j'avais trouvé quelque chose qui devait lui appartenir. Je déposai le carnet sur la table sans prononcer le nom de Marianne. Il le reconnut, le prit et le garda un moment entre ses mains sans l'ouvrir. Puis il me regarda, et pour la première fois, je vis clairement dans ses yeux une émotion que je n'y avais jamais encore observée, de la tristesse, mais pas seulement. Quelque chose de plus profond qui me fit comprendre que cet homme abritait tout un monde que personne n'avait encore réussi à voir. Il murmura, merci, glissa le carnet dans sa poche et sortit vers les champs. Je restai seule au milieu des dossiers, avec l'impression d'avoir touché sans le vouloir une chose d'une importance immense. Cette nuit-là, je tardai à m'endormir, et lorsque le sommeil finit par venir, je rêvais d'un potager rempli de basilic et d'une femme qui chantait au loin dont je ne pouvais distinguer le visage. La réunion avec l'avocat eut lieu un mardi matin à Saint-Martin, le village le plus proche du domaine. Un petit bourg organisé autour d'une place et bordé de maisons basses dont les murs de pierre conservaient la chaleur de l'été. L'avocat de Laurent s'appelait maître François Rivière. C'était un homme mince d'environ 55 ans, portant des lunettes à monture sombre et parlant avec cette lenteur mesurée de ceux qui ont appris que des mots bien placés valent mieux que des mots précipités. Il nous reçut dans son cabinet, qui sentait le vieux papier et le café frais, et salua Laurent avec la familiarité de quelqu'un qui le connaissait depuis des années. Il me salua avec une politesse formelle, mais sans condescendance, m'indiqua une chaise devant son bureau et entra immédiatement dans le vif du sujet. La situation juridique restait maîtrisable, expliqua-t-il, mais exigeait une attention constante. Les arguments de Romain reposaient sur une interprétation particulière du testament de leur père. Un point faible existait dans les documents d'origine et l'avocat adverse cherchait à l'exploiter. L'affaire n'était pas perdue, mais elle n'était pas simple non plus. Laurent écoutait les bras croisés. Je prenais des notes dans un carnet apporté avec moi. Maître Rivière remarqua mon geste et sourit légèrement. Il était utile, dit-il, d'avoir quelqu'un capable d'organiser les informations. Il aborda ensuite les délais, les pièces à rassembler et les témoignages de personnes de la région connaissant l'histoire du domaine depuis plusieurs décennies. Le mariage de Laurent constituait un élément favorable dans le dossier, car il témoignait d'une continuité familiale et d'une exploitation désormais organisée autour d'un foyer. Un homme seul à la tête d'une grande propriété suscitait des interrogations qu'un homme vivant avec une famille établie ne provoquait pas de la même façon. Il me regarda en prononçant ces mots sans malice, seulement avec la franchise d'un professionnel habitué à travailler avec le monde tel qu'il est et non tel qu'il devrait être. Sur le chemin du retour, nous restâmes silencieux presque tout le trajet. La camionnette soulevait la poussière du chemin de terre, tandis que le soleil de midi écrasait la campagne d'une lumière blanche et sans ombre. À un moment, sans quitter la route des yeux,
Laurent me remercia d'être venu. Il avait remarqué que Maître Rivière semblait plus confiant en nous voyant tous les deux devant lui. Je répondis que cela ne m'avait pas demandé d'effort, que l'avocat avait été clair, et que malgré sa complexité, le dossier suivait une logique. Laurent me regarda une seconde avant de reporter les yeux sur le chemin. Il me demanda si j'avais tout compris. Je lui répondis que oui, que j'avais pris des notes et que nous pourrions vérifier ensemble une fois rentrés s'il manquait quelque chose. Il ne réagit pas immédiatement, mais l'atmosphère dans la camionnette se modifia. Une tension se relâcha légèrement, comme lorsqu'on laisse enfin échapper un souffle que l'on retenait sans même s'en rendre compte. Cette semaine-là, je classais les documents du domaine de façon systématique. Je dressais un inventaire complet, établis un ordre chronologique et signalais les lacunes, tous les endroits où une pièce aurait dû exister, mais manquait. Laurent s'asseyait parfois à mes côtés pendant que je travaillais et je lui expliquais mes découvertes. Il écoutait et répondait lorsqu'il le pouvait. Il fouillait parfois sa mémoire pour retrouver ce qu'aucun papier ne consignait une date, un nom, un accord verbal, qu'il fallait désormais parvenir à documenter. C'était la première fois que nous travaillions vraiment ensemble non plus, parallèlement, chacun absorbé par ses propres tâches, mais côte à côte, regardant les mêmes éléments et réfléchissant dans la même direction. Je découvris alors que Laurent possédait une intelligence qui ne se révélait pas au premier regard. Ce n'était pas le genre d'intelligence que l'on exhibe. C'était celle pratique et profonde d'un homme qui avait résolu des problèmes réels toute sa vie et connaissait chaque recoin de ses terres mieux que n'importe quel acte notarié ne pourrait jamais le décrire. Il se souvenait de conversations vieilles de 20 ans avec une précision presque photographique et comprenait les conséquences des choses sans qu'il soit nécessaire de les lui expliquer 2 fois. Un après-midi, ma mère traversa le salon où nous étions penchés ensemble sur les dossiers. Elle s'arrêta un instant sur le seuil, puis poursuivit son chemin sans rien dire. J'eus toutefois le temps de voir son expression, celle d'une personne qui vient d'obtenir la confirmation d'une intuition ancienne. Ce soir-là, tandis que nous préparions le dîner, elle me dit qu'elle me trouvait différente. Je lui demandai de quelle manière. Elle remua la casserole pendant quelques secondes avant de répondre que je paraissais plus posée, plus présente, comme si j'avais cessé d'être seulement de passage et commencé à être réellement là. Je ne sus que répondre. Je rangeai cette remarque quelque part en moi et continuai à couper les oignons. Mais avant de m'endormir, j'y repensai et compris qu'elle avait raison. Quelque chose dans cette ferme, dans ce travail et dans cette routine étrange, qu'il était de moins en moins m'enracinait comme je ne l'avais pas été depuis longtemps, peut être depuis avant la maladie de ma mère, peut être depuis bien plus longtemps encore. Le problème arriva quelques jours plus tard sous la forme d'une enveloppe adressée à Laurent. Il l'ouvrit dans la cuisine, lut le message, une fois le replia, le glissa dans sa poche et continua à boire son café comme si de rien n'était. Mais je le connaissais déjà assez pour savoir que ce geste prétendre que rien ne s'était passé signifiait exactement le contraire. Dans l'après-midi, je lui demandai ce que disait la lettre. Il hésita une seconde, puis me la tendit sans un mot. Je la lus. Elle venait de Romain lui-même, non de son avocat. Ce n'était pas un acte juridique, mais une proposition. Romain proposait de retirer sa plainte si Laurent acceptait de lui vendre volontairement et discrètement la moitié du domaine. Les 2 frères pourraient ainsi mettre fin au conflit en paix, sans nouveaux frais ni perte de temps. Je repliai la lettre, la rendis à Laurent et lui demandai ce qu'il comptait répondre. Il regarda un instant par la fenêtre, puis prononça une phrase que je n'oubliai jamais. Cette ferme était le seul endroit où il pouvait encore entendre la voix de son père. Il n'en vendrait pas un seul mètre carré. Il ne parlait pas avec colère, mais avec quelque chose de plus profond, le calme d'une décision prise depuis toujours, qui n'avait besoin que d'être formulée à voix haute pour devenir entièrement réelle. Septembre arriva avec une modification de l'air que l'on ressentait avant de la voir. La chaleur restait forte pendant la journée, mais les nuits se chargeaient d'une fraîcheur nouvelle annonçant qu'un changement approchait. Les animaux le sentaient, les plantes aussi. Moi également, mais pas seulement dans le climat. Je le percevais dans la façon dont les choses entre Laurent et moi avaient commencé à évoluer sans que l'un ou l'autre l'ait prévu. Il n'y eut aucun instant spectaculaire, aucune conversation capitale, ni aucun geste décisif. Ce fut l'accumulation de petites choses qui réunies formaient quelque chose d'impossible à ignorer: le café qu'il me laissait chaque matin et dont la présence m'était devenue naturelle, sa manière d'attendre toujours,
et sans exception que j'ai fini de parler avant de répondre comme si mes paroles avaient un poids qui méritait du temps. L'habitude que nous avions prise de nous asseoir dans la cour à la tombée du jour, lui avec son café noir, moi avec mon thé, sans éprouver le besoin de remplir le silence. Un après-midi, alors que je travaillais au potager, une pluie brutale éclata de ces averses de campagne qui ne préviennent pas. En quelques minutes, le ciel se referma et l'eau tomba avec assez de force pour écraser les plantes et transformer la terre en boue. Je courus m'abriter sous l'auve de la grange trempée jusqu'aux os. Laurent se trouvait à l'intérieur occupé à vérifier un outil. Il me regarda, vit l'eau couler de mes vêtements, se rendit au fond de la grange et revint avec une épaisse couverture qu'il posa sur mes épaules sans prononcer un mot. Le geste était d'une simplicité absolue, directe, sans mise en scène et sans attendre que je dise que j'avais froid. Il l'avait vu, alors il avait agi. Je le regardai retourner à son outil et sentis quelque chose se déplacer dans ma poitrine comme lorsqu'on change de place un meuble lourd et que soudain toute la pièce semble respirer autrement. Je ne lui dis rien sur le moment. Mais cette nuit-là, je restai longtemps éveillée à contempler le plafond de ma chambre, en pensant à la couverture au café du matin, au carnet de Marianne, qu'il avait glissé dans sa poche, avec tant de soin à ses yeux fatigués, et laissait parfois seulement, parfois apparaître ce qui vivait sous, la fatigue. Ma mère m'observait avec ce regard qui savait tout sans poser aucune question. Un dimanche matin, tandis qu'elle tricotait sous le tilleul, elle me demanda si je savais désormais ce que je ressentais. Je lui demandai ce qu'elle voulait dire. Elle me regarda comme si ma question était inutile. Je lui expliquai que la situation était compliquée, qu'un accord nous liait, que Laurent portait toujours Marianne dans son cœur d'une manière visible même lorsqu'il n'en parlait pas, et que je ne voulais pas confondre la gratitude avec autre chose. Ma mère continua à tricoter en silence, puis déclara que la gratitude et l'amour n'étaient pas ennemis. Parfois l'un ouvrait la porte à l'autre. L'essentiel était de savoir reconnaître chacun lorsqu'il se présentait. Je ne répondis pas, mais je conservais également ces mots. Cette semaine-là, maître Rivière téléphona avec de bonnes nouvelles. La procédure avançait. 2 voisins de longue date, connaissant le domaine depuis plusieurs décennies, avaient accepté de témoigner sur les véritables volontés du père de Laurent. C'était un progrès important. Si les choses continuaient ainsi, expliqua l'avocat, l'affaire pourrait être résolue dans les mois suivants sans se transformer en un procès interminable. Laurent accueillit la nouvelle avec son calme habituel. Mais ce soir-là, après le dîner, il ouvrit une bouteille de vin qu'il conservait et remplit 2 verres. Il m'entendit sans poser de questions. Nous trinquâmes sans parler, uniquement par un regard qui dura une seconde de plus que d'ordinaire. Cette seconde valut davantage que bien des conversations. La nuit suivante, quelque chose d'inattendu se produisit. Je lisais dans ma chambre lorsque j'entendis du bruit dehors, un son qui ne venait ni des animaux ni du vent. Je me levai et regardai par la fenêtre. Une lumière brillait dans la grange alors qu'elle aurait dû être éteinte. Je me rendis devant la chambre de Laurent et frappai à sa porte. Il ouvrit presque immédiatement, comme s'il n'avait pas dormi. Je lui expliquai ce que j'avais vu. Nous sortîmes ensemble dans la cour et avançâmes prudemment vers la grange. Laurent tenait une lampe électrique. Lorsque Laurent poussa la porte de la grange, nous découvrîmes à l'intérieur l'un des ouvriers, un jeune homme prénommé Damien, qui ne travaillait sur le domaine que depuis quelques mois. Il examinait les outils avec l'attitude non pas de quelqu'un cherchant un objet oublié, mais de quelqu'un qui fouille avec une intention précise. En nous voyant, il se raidit. Laurent le fixa plusieurs secondes sans parler, avec ce regard lourd qui lui appartenait. Damien balbutia une excuse, il avait oublié quelque chose et était revenu le chercher. Laurent demanda quoi. Damien ne sut pas répondre correctement. D'une voix calme, mais qui ne laissait aucune place à la discussion, Laurent lui ordonna de récupérer ses affaires le lendemain et de ne plus revenir. Damien acquiesça et sortit. Je restai près de Laurent, tandis qu'il inspectait la grange à la lampe. Tout semblait en ordre et rien ne manquait, mais certaines choses avaient été déplacées des caisses au fond, ainsi que de vieux papiers que personne n'aurait dû toucher. Je lui demandai ce que Damien pouvait rechercher. Laurent tarda à répondre. Il n'en avait pas la certitude, dit-il, mais son frère possédait des façons d'obtenir des renseignements qui n'étaient pas toujours directs. Il ne parlait pas avec colère, seulement avec la froideur d'un homme
que certaines méthodes ne surprennent plus. En revenant vers la maison, nous nous arrêtâmes au milieu de la cour. Le ciel était parfaitement dégagé, et les étoiles au-dessus des champs étaient si nombreuses qu'une telle vision aurait été impossible en ville. Je les regardai un moment, puis observai Laurent. Il fixait encore le chemin d'entrée, comme s'il tentait de comprendre tout ce qui venait de se passer. Je lui dis à voix basse qu'il n'était pas seul dans cette affaire, que les problèmes du domaine étaient également les miens, que j'avais signé ce contrat, et qu'il signifiait quelque chose pour moi, même si d'autres n'y voyaient qu'un morceau de papier. Il me regarda dans l'obscurité. Ses yeux retenaient un peu de la lumière des étoiles lorsqu'il prononça une phrase qui me surprit. Il le savait. Il l'avait compris dès le premier jour où il m'avait vu classer les archives sans que personne me le demande. Il existait des gens qui signaient des papiers et d'autres qui les vivaient. J'appartenais au second. Je ne sus pas quoi répondre, alors je ne dis rien. Nous restâmes encore un moment sous ce ciel immense, puis chacun regagna sa chambre. Mais quelque chose avait définitivement changé, quelque chose que nous n'avions pas encore nommé et dont nous savions pourtant tous les deux qu'il existait. Le mois d'octobre apporta une nouvelle qu'aucun de nous n'attendait. Elle arriva sous la forme d'un appel téléphonique un jeudi matin, alors que Laurent travaillait dans les champs et que je classais les dernières pièces demandées par maître Rivière. Je répondis au téléphone de la ferme, car Berthe n'était pas là, et ma mère dormait encore. Une femme demanda Laurent. Je lui indiquai qu'il était absent. Elle voulut savoir qui lui parlait. Je répondis que j'étais son épouse. Il y eut à l'autre bout de la ligne une pause brève mais perceptible. Puis la femme se présenta. Elle s'appelait Hélène Lemoine et était la fille d'un ancien ami du père de Laurent. Elle avait entendu parler du procès engagé par Romain et voulait nous faire savoir que sa famille et elle étaient prêtes à témoigner. Elle connaissait la propriété depuis 30 ans et savait parfaitement quelles avaient été les volontés du père de Laurent. Je promis de transmettre le message et notai ses coordonnées. Lorsque Laurent rentra à midi et que je lui racontai l'appel, son expression se transforma. Ce n'était pas exactement de la surprise, mais du soulagement mêlé à une émotion qu'il n'aurait jamais désignée par ce mot. Il connaissait Hélène depuis l'enfance. Leur famille avait été voisine pendant plusieurs générations et il ignorait qu'elle vivait encore dans la région. Il l'appela l'après-midi même. La conversation dura 20 minutes. Je n'entendis pas ce qu'ils se dirent, mais lorsque Laurent raccrocha, il semblait avoir perdu plusieurs kilos d'un seul coup. Hélène et son père viendraient le week-end suivant. Leur témoignage était important pour le dossier, et Laurent se disait heureux de constater que tout le monde n'avait pas oublié la vérité. Hélène arriva donc avec son père, M. Étienne Lemoine. C'était ce que l'on appelle à la campagne des gens de parole simple, directe, sans autre prétention que celle de raconter les faits tels qu'ils les connaissaient. Étienne était un homme robuste de plus de 70 ans, dont les mains parlaient de plusieurs décennies de travail sous le soleil. Lorsqu'il aperçut Laurent, il l'enlaça avec la force et le soulagement que l'on réserve à quelqu'un revenu de très loin. Hélène avait environ 35 ans, un regard clair et des manières paisibles. Elle me salua avec une chaleur sincère et me dit qu'elle était heureuse que Laurent ne soit plus seul. Elle me regarda droit dans les yeux en le disant, et je compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple formule. Cet après-midi-là, nous déjeunâmes tous ensemble sous le grand tilleul. Berthe avait préparé un repas particulier. Ma mère nous rejoignit avec son tricot avec cette aisance naturelle qui donnait toujours l'impression qu'elle vivait depuis des années dans n'importe quel endroit où elle se trouvait. Ce fut une après-midi inhabituelle, une bonne après-midi. Il y eut de vraies conversations et des rires qui ne sonnaient jamais forcés. Monsieur Étienne raconta des histoires sur le père de Laurent, sur la manière dont il avait bâti cette ferme de ses propres mains au fil des décennies et sur l'homme de parole qu'il avait été à une époque où la parole donnée valait autant qu'un acte écrit. Laurent l'écoutait avec une attention que je ne lui voyais presque jamais, comme si chaque détail évoqué par Étienne était une pièce dont il avait besoin pour achever quelque chose en lui. Le soir, lorsque nos visiteurs se retirèrent dans la chambre d'ami Laurent, et moi restâmes seuls dans la cour. C'était devenu une habitude, lui avec son café refroidi, moi avec mon thé et notre silence familier désormais différent. Ce silence n'était plus vide. Il était rempli de choses que nous n'avions pas encore exprimées, mais qui existaient malgré tout. Laurent me demanda si je m'étais sentie à l'aise pendant la visite.
Je répondis que oui, que M. Étienne m'avait paru être un homme remarquable et que je comprenais pourquoi son témoignage comptait autant, non seulement sur le plan juridique, mais aussi pour Laurent lui-même. Il acquiesça. Après un long silence, il dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il lui était parfois difficile de savoir comment me remercier pour tout ce que je faisais. Il n'était pas habile avec les mots. Il savait que ce que j'avais accepté en venant vivre là n'avait rien de facile, et il espérait que d'une manière ou d'une autre, j'avais le sentiment que cela en valait la peine. Je le regardai, puis lui répondis que oui, cela en valait la peine, et que je ne le disais pas par politesse. Certaines choses dans cette ferme et dans cette vie s'étaient révélées bien plus précieuses que ce que j'avais imaginé au moment de signer le contrat. Il soutint mon regard, et je vis dans ses yeux quelque chose qui me coupa le souffle pendant une seconde, une ouverture comme une porte fermée depuis longtemps qui cède légèrement et laisse passer l'air d'une autre pièce. Il n'ajouta rien, moi non plus, mais cette nuit-là, je dormis avec une chaleur qui ne venait pas de la température. Les jours suivants furent consacrés à la préparation des témoignages. Maître Rivière se rendit au domaine pour s'entretenir avec M. Étienne. Ils passèrent des heures à vérifier les détails et les dates. J'organisais toutes les pièces dont ils avaient besoin. Peu à peu, j'occupais une place que personne ne m'avait officiellement attribuée, mais que chacun semblait considérer comme naturelle. Un jeudi après-midi, tandis que l'avocat et M. Étienne terminaient leur réunion, Hélène vint me retrouver au potager. Elle s'assit sur le petit tabouret qu'utilisait parfois ma mère et me regarda travailler quelques instants. Puis elle me demanda avec une simplicité directe si j'étais heureuse. Je m'arrêtai. Je lui répondis que c'était une question importante, que le mot bonheur était parfois employé alors que l'on voulait seulement parler de confort ou de sécurité. J'étais plus paisible et plus entière que je ne l'avais été depuis des mois. Si cela s'appelait le bonheur, alors oui, je l'étais. Hélène sourit. Elle m'apprit que Laurent l'avait appelée la semaine précédant leur visite. Je n'en savais rien. Il lui avait demandé si elle croyait qu'une personne pouvait reconstruire quelque chose après avoir tout perdu. Il n'avait donné aucun contexte. Il avait seulement posé cette question. Je voulus savoir ce qu'elle lui avait répondu. Hélène me regarda et dit qu'elle lui avait affirmé que oui, c'était toujours possible à condition d'accepter de lâcher ce qui ne pourrait jamais revenir. Je restai silencieuse avec ces mots et avec l'image de Laurent téléphonant à Hélène pour poser cette question, lui qui ne disait jamais ce qu'il éprouvait, mais cherchait des réponses aux émotions qui l'habitaient. Je compris que sans m'en rendre compte, je me posais moi aussi cette question chaque jour. Et chaque fois que je regardais cette ferme, ce potager, cette longue table, ou ces yeux fatigués qui laissaient parfois entrevoir autre chose, la réponse était la même, oui, c'était possible. Mais aucun de nous ne savait encore si nous étions prêts à le dire à voix haute. Novembre arriva avec les premiers signes véritables de l'hiver dans cette partie du pays. Les matinées devenaient froides, les journées raccourcissaient, et même lorsque le soleil apparaissait à midi, le travail en plein air exigeait un rythme différent, plus mesuré et plus attentif au corps. Laurent le savait. Il ajustait les horaires du domaine avec la même précision qu'il apportait à tout le reste sans l'annoncer, ni réunir les ouvriers, modifiant simplement les habitudes parce que c'était ce qu'il fallait faire. Ce mois-là apporta également le moment le plus tendu de la procédure. Par l'intermédiaire de son avocat, Romain demanda une visite officielle de la propriété en présence d'un expert chargé de l'évaluer. Cette visite constituait un droit dans le cadre de la procédure, et nous ne pouvions pas nous y opposer. Maître Rivière appela Laurent pour le préparer. Il lui expliqua que cela pouvait également devenir une occasion favorable si tout était en ordre, si la propriété se révélait productive et correctement entretenue, elle parlerait d'elle-même. Les experts ne se contentaient pas d'estimer une valeur économique. Ils observaient aussi l'état général, l'organisation et le soin apporté au lieu. Laurent me raconta tout cela le soir même, puis me posa une question qui me surprit. Est-ce que je trouvais la ferme en bon état? Avec le regard d'une personne venue de l'extérieur, la voyais-je comme un endroit vivant? Je pris sa question au sérieux et réfléchis avant de répondre. Oui, le domaine était vivant dans chacun de ses recoins. Cela se voyait aux animaux bien soignés aux terres travaillées à la cuisine, où flottait presque toujours l'odeur d'un plat au potager qui commençait à produire ses premiers fruits. C'était un lieu chargé d'histoire, mais il possédait aussi un avenir, et cela se ressentait. Laurent m'écouta jusqu'au bout, puis dit que c'était précisément ce que nous devions montrer.
Les jours précédant la visite, nous travaillâmes autrement. Il ne s'agissait pas d'un nettoyage superficiel, ni d'un décor préparé pour impressionner, mais d'un examen honnête du domaine. Nous réparâmes ce qui devait l'être, et rangeâmes ce qui avait besoin d'ordre. Nous repeignîmes une partie de la grange, dont la peinture s'écaillait depuis longtemps. Berthe nettoya la maison, jusqu'à faire briller chaque surface, sans lui enlever son caractère. Ma mère organisa la cuisine avec une minutie qui me fit sourire, parce qu'elle aurait agi exactement ainsi, quelles que soient les circonstances. Le matin de la visite se leva sous ce ciel haut et bleu que la campagne peut encore offrir en novembre et qui rend toute chose plus nette, presque plus vraie. Romain arriva avec son avocat et un homme en costume portant une serviette l'expert désigné. Laurent et moi les accueillîmes ensemble sur le seuil. Je restai à ses côtés pendant toute la visite, non pour jouer un rôle, mais parce que c'était là que je pensais devoir être. L'expert accomplit son travail avec méthode. Il prenait des notes, photographiait les bâtiments et posait des questions techniques auxquelles Laurent répondait avec précision. Romain parcourait les lieux avec ce regard qui évaluait tout. Il m'observait parfois comme s'il essayait de lire quelque chose sur mon visage. Je soutenais ses yeux sans agressivité mais sans céder. Lorsqu'ils arrivèrent au potager, l'expert s'arrêta et demanda s'il était récent. Nous expliquâmes que nous avions remis en état un potager ancien, resté longtemps sans soin. Il nota quelque chose. Romain déclara avec son sourire habituel qu'il était merveilleux d'avoir désormais quelqu'un qui disposait de temps pour jardiner. Il me regardait en parlant sur un ton destiné à réduire mon travail à une distraction sentimentale. Laurent se tourna vers lui. Très calmement, il précisa que le potager faisait partie de la production du foyer et que l'organisation de la propriété s'était considérablement améliorée depuis que 2 personnes, au lieu d'une seule, y travaillaient et en assumaient la gestion. Il ne parla ni avec ironie, ni avec agressivité, mais avec une clarté qui ne permettait aucune dévalorisation. Romain ne répondit pas. La visite s'acheva vers midi. L'expert prit congé avec une courtoisie professionnelle. Romain s'approcha de Laurent et lui tendit la main. Laurent la serra. Ce fut une poignée brève et ferme entre 2 hommes qui se connaissaient depuis toujours et étaient arrivés à un point où la distance qui les séparait était devenue trop grande pour prétendre qu'elle n'existait pas. Avant de partir, Romain me regarda et dit qu'il avait été heureux de me revoir, que le domaine présentait très bien. Son amabilité avait un tranchant caché. Je le remerciai et répondis que c'était un endroit qui méritait d'être protégé. Ma phrase ne contenait aucun tranchant, seulement un fait que nous comprîmes chacun à notre manière. Lorsque la voiture s'éloigna, le silence reprit possession de la ferme. Laurent regarda le chemin pendant quelques instants, puis se tourna vers moi. Ce fut la première fois que je le vis sourire véritablement. Ce n'était ni un grand sourire, ni une expression de victoire, seulement un léger mouvement au coin des lèvres, mais il était sincère. C'était le sourire de quelqu'un qui vient de traverser une épreuve et le sait. Je lui dis que la visite s'était bien passée. Il répondit qu'il le pensait aussi, puis ajouta que sans moi tout aurait été différent. Ce n'était pas un compliment, mais une évaluation honnête, comme lorsqu'un homme reconnaît la valeur d'un outil devenu indispensable. La comparaison aurait pu sembler froide, mais venant de Laurent, qui pesait ses mots avec tant de soin, elle eut une importance immense. Cet après-midi-là, Berthe prépara un gâteau, sans que personne ne le lui demande et sans faire la moindre annonce. Il apparut simplement sur la table, à l'heure du goûter. Ma mère fit remarquer que personne ne fêtait son anniversaire. Berthe répondit qu'un anniversaire n'était pas nécessaire pour faire un gâteau et que certaines choses méritaient d'être célébrées même lorsqu'elles n'avaient pas encore de nom. Nous mangeâmes tous les 4 dans la cuisine avec du café, du thé et le soleil de l'après-midi qui entrait par la fenêtre. Ce fut l'un de ces moments que l'on ne prévoit pas, que l'on n'attend pas, qui arrivent simplement et qui restent ensuite en nous. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que le soir même je me rendrais pour la première fois devant la chambre de Laurent. Je frappai 2 fois avec les jointures. Il était tard et toute la ferme s'était tue. Dehors, les grillons poursuivaient leur chant infatigable, et le vent remuait doucement les branches du tilleul, faisant entrer leur froissement par les fenêtres. J'attendis. Un bref silence régna de l'autre côté, puis j'entendis ses pas. La porte s'ouvrit.
Laurent me regarda non pas exactement avec surprise, mais avec l'expression d'un homme qui attendait quelque chose sans savoir quelle forme cela prendrait. Je m'excusai pour l'heure et lui dis que j'avais besoin de lui parler, parce qu'en attendant le lendemain, je risquais de ne plus trouver les mots justes. Il s'écarta, désigna le salon d'un mouvement de tête, et nous allâmes nous asseoir. Il n'alluma pas la grande lampe, laissant seulement celle du coin diffuser une lumière basse et chaude. Il attendit. Je rassemblais les phrases que j'avais mises en ordre dans mon esprit pendant toute l'heure précédente. Je lui dis qu'au moment de signer notre contrat, j'ignorais ce que j'allais trouver. J'étais venue parce que je n'avais aucune autre possibilité, et que la peur m'avait conduite jusqu'à lui plus sûrement que n'importe quelle conviction. Pourtant, au fil des semaines, des choses s'étaient produites qui ne figuraient dans aucun accord. Il avait construit une chambre pour moi, sans que personne le lui demande. Il avait remboursé mes dettes, sans jamais me faire le moindre reproche. Il avait accueilli ma mère et l'avait traitée avec un respect que bien des hommes que j'avais connus n'auraient pas eu. Il m'avait confié ses papiers, son histoire et ses difficultés. Tout cela, à mes yeux, signifiait quelque chose. Je ne voulais plus que notre relation reste seulement un arrangement. S'il éprouvait quelque chose de semblable, même petit, même incertain, je voulais le savoir. Je me tus. Le silence qui suivit fut de ceux que l'on ressent physiquement dans la poitrine. Laurent me regardait avec cette intensité qui me donnait toujours l'impression qu'il lisait en moi une phrase dont j'ignorais moi-même l'existence. Plusieurs secondes passèrent, puis il parla plus longuement que je ne l'avais jamais entendu le faire pendant tous nos mois de vie commune. Après la mort de Marianne, il avait décidé que certaines choses ne lui étaient plus destinées. Ce n'était pas une punition, mais une conclusion à laquelle il était arrivé calmement. Il avait cru pouvoir vivre correctement ainsi, avec la ferme, le travail et la terre, sans avoir besoin de davantage. Lorsque j'étais arrivé, il ne s'attendait à aucun changement. L'accord était un accord, rien de plus, mais un élément qu'il n'avait pas calculé était apparu. Chaque fois que je mettais de l'ordre dans une chose qu'il n'avait pas réussi à organiser depuis des années, il ressentait quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Lorsqu'il m'avait vu planter du basilic à l'endroit même où Marianne en faisait pousser, il n'avait pas éprouvé de douleur. Il avait ressenti autre chose, comme si le domaine avait décidé de continuer à vivre malgré tout. Il n'était pas doué avec les mots et ne l'avait jamais été. Les émotions qu'il ressentait ne parlaient pas la même langue que celle dont il se servait pour évoquer les terres, les animaux ou les dossiers juridiques. S'il se taisait, ce n'était pas par froideur, mais parce qu'il ignorait comment s'exprimer. Je l'écoutais avec une attention que je n'avais jamais accordée à personne. Puis de sa voix basse, il admit qu'il ne savait pas si ce qu'il ressentait s'appelait de l'amour. Il refusait d'employer ce mot sans en être certain. En revanche, il savait que lorsque j'étais présente, la ferme paraissait différente, plus complète, plus vivante, et qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Je ne répondis pas aussitôt. Je laissai ses paroles trouver leur place. Puis je lui dis qu'il n'était pas nécessaire d'en connaître déjà le nom exact. Les noms venaient après. Ce qui comptait, c'était de savoir s'il voulait continuer à construire ce que nous avions commencé sans arrangement ni contrat, uniquement parce que nous le souhaitions. Il me regarda longuement, puis acquiesça une fois avec cette fermeté qui n'avait rien à voir avec l'hésitation, la fermeté d'un homme ayant pris une décision véritable. Rien d'autre ne se passa cette nuit-là. Ce n'était pas nécessaire. Chacun regagna sa chambre, mais quelque chose avait enfin été dit à voix haute, et cela suffisait à donner une nouvelle forme à tout le reste. Le lendemain matin, lorsque je sortis le café, m'attendait sur la table comme toujours. Mais à côté de ma tasse se trouvait une petite fleur jaune des champs, placée dans un verre bas, une de ces fleurs sauvages qui poussent au bord des chemins. Il n'y avait ni carte, ni explication. Elle était simplement là. Je la regardai un moment et souris comme je ne l'avais plus fait depuis longtemps, non par soulagement ni par gratitude, mais sous l'effet d'une émotion plus simple et plus vraie, la joie. Cette semaine-là, les choses entre nous changèrent avec la même lenteur et le même naturel que le temps à la campagne, sans annonce ni drame, seulement par une température différente qui s'installait peu à peu. Laurent commença à venir me chercher lorsqu'une décision devait être prise au sujet du domaine, non plus simplement pour demander mon avis, mais pour décider avec moi. De mon côté, je me surpris à penser à la ferme comme à quelque chose qui m'appartenait, non comme un lieu prêté ou temporaire, mais comme le mien.
Ma mère remarqua tout, sans rien dire. Berthe le remarqua également et le célébra à sa manière, qui consistait à préparer beaucoup plus de nourriture que nécessaire chaque fois qu'elle cuisinait. Monsieur Étienne appela pour annoncer que son témoignage était prêt, et que Hélène et lui se présenteraient dès que maître Rivière les convoquerait. Laurent pouvait compter sur eux. L'avocat téléphona le lendemain avec une autre bonne nouvelle. L'expert avait remis son rapport. Il était favorable et décrivait une exploitation productive bien entretenue, portant les traces d'un travail constant et d'une organisation claire. C'était exactement ce dont ils avaient besoin pour contrer le récit construit par Romain. Laurent m'annonça tout cela dans le potager où je taillais les pieds de tomates devenus plus grands que prévu. Après m'avoir parlé du rapport, il regarda les plans et dit qu'il poussait vite. Je répondis que la terre était bonne et qu'elle avait seulement eu besoin d'attention. Il me regarda alors, et dans ses yeux se trouvait tout ce que nous n'avions pas encore exprimé, et que nous savions ne plus être obligés de dire puisque nous le vivions déjà. Nous ignorions cependant que quelques jours plus tard, quelque chose viendrait mettre à l'épreuve tout ce que nous avions construit une arme que Romain gardait encore cachée. Elle arriva comme arrivent les choses destinées à blesser sans avertissement au moment où l'on s'y attend le moins. Un jeudi matin, maître Rivière téléphona avec une voix différente de son ton habituel, plus retenue, plus prudente. L'avocat de Romain venait de produire un nouveau document, une déclaration signée par une personne affirmant que notre mariage avait été arrangé, qu'il n'était pas réel et qu'il avait été organisé uniquement pour renforcer la position de Laurent dans le litige. En entendant cela, je sentis le sol se dérober légèrement sous mes pieds. Ce n'était pas de la peur, mais quelque chose de plus proche de l'indignation. Maître Rivière voulait nous voir tous les deux. Nous convîmes de nous rendre à son cabinet le même après-midi. J'allai chercher Laurent dans les champs et le trouvai en train de réparer une clôture avec l'un des ouvriers. Lorsque l'homme se fut éloigné et que nous fûmes seuls, je racontai ce qui venait d'arriver. Laurent m'écouta sans m'interrompre. Sa mâchoire se crispa légèrement, mais il conserva son calme. Il demanda qui avait signé la déclaration. Je répondis que l'avocat ne me l'avait pas encore révélé et que nous le saurions dans l'après-midi. Laurent regarda un instant la clôture, puis murmura le nom de Damien. L'ouvrier qu'il avait renvoyé était la seule personne capable de prétendre avoir entendu quelque chose. Romain avait dû le contacter. Il ne prononça pas cela avec colère, mais avec la froideur d'un homme qui voit se confirmer un soupçon ancien. Au cabinet de maître Rivière, nous apprîmes qu'il avait raison. Damien avait signé une déclaration prétendant avoir surpris une conversation entre Laurent et moi, au cours de laquelle nous aurions parlé de notre accord comme d'une simple transaction. Selon lui, certains détails permettaient de douter de la sincérité du mariage. Maître Rivière expliqua qu'il s'agissait d'un coup sérieux mais non décisif. Le témoignage d'un tiers dépourvu de preuves directes avait un poids limité mais compliquait le dossier. Désormais, notre défense devait établir non seulement la validité des titres de propriété, mais également l'authenticité de notre union. Je lui demandai comment on pouvait prouver une telle chose. Il répondit qu'il fallait montrer une vie réelle. Des actes d'état civil ne suffisaient pas. Il fallait démontrer une cohabitation effective, une relation quotidienne et des liens sincères. Cela pouvait passer par les témoignages de personnes qui nous connaissaient comme couple et, si nécessaire, par un entretien avec le juge au cours duquel Laurent et moi répondrions séparément aux mêmes questions. Nous quittâmes le cabinet en silence. Cette fois dans la camionnette, il ne s'agissait pas de notre calme habituel. Le silence était chargé de choses non résolues qui flottaient entre nous. À mi-chemin, je lui dis que j'avais besoin de lui poser une question directe. Il m'invita à le faire. Maintenant que la situation devenait plus dangereuse, voulait-il que je parte? Était-il préférable pour lui que nous mettions fin à notre accord avant que les complications n'augmentent encore? Laurent arrêta brusquement la camionnette sur le bord du chemin de terre. Il se tourna vers moi avec une urgence que je ne lui avais jamais vue. « Non », répondit-il, « il ne voulait pas que je parte. » À cet instant, il ne pensait pas au procès. Il me répondait à moi, à la question que je venais de poser, et sa réponse était non, il ne voulait pas me voir partir. Je le regardais. La lumière de l'après-midi frappait son visage et me permettait de voir avec une clarté que la routine ne nous accorde pas toujours. Je vis un homme qui avait beaucoup perdu, qui avait construit de hauts murs pour de bonnes raisons,
et qui venait de me dire que j'étais une raison de commencer à les abaisser. Je répondis que dans ce cas, nous affronterions le problème ensemble. S'il fallait prouver que nous étions réels, nous n'aurions rien à inventer, puisque ce que nous possédions l'était déjà, même si cela ne portait pas encore le nom précis qu'il finirait un jour par recevoir. Maître Rivière nous appela le lendemain avec un plan. Il parlerait à Berthe, à ma mère, à monsieur Étienne et à Hélène, des personnes qui nous connaissaient et pouvaient raconter non ce qu'elles imaginaient, mais ce qu'elles avaient vu de leurs propres yeux. Berthe fut la première à s'entretenir avec lui. J'ignore exactement ce qu'elle lui dit, car je n'étais pas présente, mais l'avocat m'appela ensuite et déclara d'un ton presque admiratif que cette femme possédait une mémoire extraordinaire et une manière de décrire les choses qui donnait l'impression de les voir se dérouler. Ma mère témoigna également avec sa façon habituelle d'aller droit au but, sans ornement ni sentimentalisme inutile. Monsieur Étienne et Hélène confirmèrent qu'au cours de leur visite, ils avaient vu un couple qui se comprenait, se respectait et travaillait ensemble, et qu'une telle relation ne pouvait être jouée en 2 jours. Maître Rivière estima que la situation s'était améliorée. Les témoignages étaient solides, et si l'entretien devant le juge avait lieu, il avait confiance en notre capacité à y répondre. Ce soir-là, Laurent et moi nous assîmes dans la cour plus tard que d'habitude. Il apporta du café, moi mon thé. Les étoiles déployaient de nouveau toute leur splendeur au-dessus des champs. Je lui dis que je venais de comprendre que certaines questions ne lui avaient jamais été posées. Je vivais dans sa maison depuis des mois, mais des parties entières de lui m'étaient encore inconnues. Si je devais parler au juge, je voulais le connaître réellement non pour l'audience mais pour moi. Il me regarda et pour la première fois depuis notre rencontre, commença à parler sans que j'aie besoin de l'interroger. Il me raconta son père, qui lui avait appris à lire la terre avant de lui apprendre les lettres. Il me parla de Marianne entrée dans sa vie, alors qu'il était encore un jeune homme qui ignorait avoir besoin de quelqu'un. Il évoqua son frère parti très tôt, parce qu'il n'avait jamais aimé la campagne comme Laurent l'aimait, et expliqua que la ferme avait été la seule chose capable de le maintenir debout lorsque tout le reste s'était effondré. Il parla pendant 1 heure peu, être davantage, et j'écoutais chaque mot avec le même soin qu'il accordait au mien lorsque je m'exprimais. Lorsqu'il eut terminé, son café était froid, et le ciel avait suffisamment tourné pour que les étoiles occupent d'autres places. Il me demanda pourquoi je ne répondais rien. Je lui dis que parfois la réaction la plus honnête que l'on puisse offrir était un silence, prouvant que l'on avait véritablement écouté. Il hocha lentement la tête, comme si c'était exactement ce dont il avait besoin. Nous ignorions alors que l'entretien avec le juge arriverait bien plus tôt que prévu et qu'il ne s'agirait pas seulement d'un entretien. La convocation arriva un lundi. Maître Rivière téléphona tôt pour nous prévenir que le magistrat avait avancé l'audience. L'avocat de Romain avait demandé une décision plus rapide, affirmant que la situation portait préjudice aux intérêts de son client. Nous devions nous présenter dès le vendredi suivant. 4 jours. L'avocat admit que le délai était inconfortable, mais non catastrophique. Le travail accompli au cours des semaines précédentes nous donnait une base solide et il avait confiance en nous. Cette semaine fut différente de toutes les autres, non pas exactement à cause de la tension, mais en raison d'une concentration particulière qui s'installa sur le domaine comme l'atmosphère change avant un grand orage. Chaque tâche nécessaire fut accomplie. Chaque parole indispensable fut dite. Pourtant, tout semblait désormais porter un poids supplémentaire, comme si les gestes quotidiens avaient acquis une dimension nouvelle. Nous révisâmes ensemble les éléments demandés par Maître Rivière, des moments précis des faits concrets que nous avions réellement vécus et qu'aucun arrangement artificiel n'aurait pu fabriquer. La première fois que j'avais cuisiné seule à la ferme et brûlé le riz l'après-midi de pluie et la couverture dans la grange, la photographie de Marianne sur la cheminée, le carnet aux couvertures de cuir les soirées dans la cour avec le café et le thé, le potager, les tomates. La fleur jaune dans le verre, chacune de ces petites choses devenait immense lorsqu'on la replaçait dans l'histoire de 2 inconnus qui avaient appris à se connaître d'une manière que peu de couples conventionnels connaissent. Nous n'avions pas eu le luxe de la distance. Nous avions vécu ensemble dès le premier jour, affronté de véritables problèmes et découvert sans filtre le meilleur comme le plus difficile l'un de l'autre.
Cette semaine-là, je compris que cela valait davantage que ce que possédaient bien des couples qui s'étaient choisis avec toute la liberté du monde. Un après-midi, ma mère me demanda de venir dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit, le dos droit, comme toujours, lorsqu'elle voulait dire quelque chose d'important. Elle voulait que je sache qu'elle était fière de moi. Ce que j'avais fait n'avait été facile ni au début. Lorsque j'étais arrivée, sans savoir ce que je trouverais, ni pendant les mois suivants, alors qu'il aurait été plus simple de rester à la surface des choses. Ce que j'avais bâti avec cet homme silencieux et cette terre exigeante était réel. Elle le voyait, elle le ressentait chaque fois qu'elle nous regardait ensemble. J'eus du mal à retenir mes larmes. Je pris sa main et lui dis que rien de tout cela n'aurait eu la même valeur sans sa présence. Sous le tilleul, avec son tricot et sa sagesse silencieuse, elle avait été mon soutien le plus essentiel pendant toute cette période. Elle serra mes doigts, puis me demanda de prendre soin de lui. Pas de moi, de Laurent. Il avait besoin que quelqu'un veille sur lui, même s'il ne le demanderait jamais. Les hommes comme lui étaient les plus difficiles, mais aussi les plus précieux. J'acquiesçais. Il n'était pas nécessaire d'en dire davantage. Le jeudi soir, à la veille de l'audience, Laurent et moi restâmes tard dans le salon. Maître Rivière était venu dans l'après-midi pour une dernière révision minutieuse et détaillée. Après son départ, nous nous retrouvâmes seuls avec notre silence habituel et quelque chose de nouveau posé sur nos épaules. Laurent était assis les coudes sur la table et les mains jointes, le regard fixé sur un point du bois. Je me tenais face à lui, mon carnet ouvert, bien que je n'ai plus besoin de notes pour me souvenir. Je lui demandai comment il allait. Il releva les yeux et répondit qu'il allait bien, mais avec ce bien, qui n'est pas une réponse, seulement une manière de gagner du temps. Je lui dis qu'il pouvait me parler franchement, que nous étions seuls et qu'il n'avait devant moi aucune image à préserver. Il me regarda un moment, puis avoua qu'il avait peur. Pas exactement de l'audience, mais de perdre la ferme. Cette peur l'accompagnait depuis le début de la procédure, engagée par son frère, et ne disparaissait pas même lorsqu'il s'efforçait de ne pas y penser. Le domaine n'était pas une simple propriété. C'était le seul moyen qu'il connaissait de rester encore proche des êtres qui avaient fait partie de sa vie. Ces mots me serrèrent violemment la poitrine. Je lui assurai qu'il ne perdrait pas la ferme, que nous avions accompli tout ce qui devait l'être, que les témoignages étaient solides, et que la vérité, même lorsqu'elle prenait du temps, finissait par arriver. Le lendemain, nous entrerions dans cette salle et dirions exactement ce que nous étions, rien de plus et rien de moins. Il me regarda, puis fit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il posa sa main sur la mienne au milieu de la table. C'était la première fois. Un geste simple dépourvu d'ornement, aussi direct que tout ce qu'il faisait. Il ne prononça aucun mot, mais aucun n'était nécessaire. Je restais immobile sous sa main et pensais à tout ce qui avait changé depuis le premier jour où nous nous étions assis à cette même table, deux étrangers buvant leur café dans le silence. Le lendemain matin, nous nous levâmes tôt. Berthe avait préparé le petit déjeuner la veille. Ma mère nous souhaita bonne chance depuis sa chambre avant notre départ. Laurent conduisait avec sa concentration habituelle. Par la fenêtre, je regardais défiler les champs. Le chemin de terre qui rejoignait la route goudronnée, puis la route qui menait au village. J'avais parcouru cet itinéraire de nombreuses fois au cours des derniers mois. Je le connaissais désormais, je savais quelle courbe suivait la précédente, et cette connaissance était elle aussi une forme d'appartenance. La salle du tribunal était petite et solennelle. Un drapeau tricolore se tenait dans un angle. Derrière un grand bureau siégeait le juge, un homme aux cheveux gris et à l'expression réservée. Romain et son avocat occupaient un côté de la pièce. Maître Rivière, Laurent et moi l'autre. Je m'assis bien droite, les mains posées sur la table avec le calme que cette ferme et l'homme à mes côtés m'avaient appris. Le juge commença par des questions générales sur la procédure, puis arriva le moment que tout le monde attendait. On nous sépara pour les interrogatoires individuels. Laurent entra le premier. J'attendis dans le couloir avec Maître Rivière. Je n'étais pas nerveuse. Ou peu. Être l'étais-je, mais d'une manière qui ne m'empêchait pas de penser. C'était cette nervosité particulière qui naît lorsque quelque chose compte véritablement. Lorsque mon tour arriva, le juge m'observa et me demanda quand j'avais rencontré Laurent.
Je lui racontais toute la vérité, sans dissimuler les circonstances et sans embellir quoi que ce soit. Il voulut savoir comment notre relation avait évolué depuis le début. Je lui parlais de la chambre qui sentait le pain du café, préparé le matin du carnet de Marianne, des dossiers du domaine et des soirées dans la cour. Je lui en parlais comme on parle d'une chose réelle parce qu'elle l'était. Le juge m'écouta avec attention et prit quelques notes. Puis il me posa une question que je n'avais pas prévue. Est-ce que j'aimais Laurent? Je restai silencieuse une seconde, une seule, avant de répondre sans hésiter. Oui, je l'aimais. Pas avec l'assurance de quelqu'un qui partage la vie d'un autre depuis des décennies, mais avec la certitude nouvelle de celle qui a découvert une chose qu'elle ne cherchait pas et qui pour cette raison même lui paraît encore plus vraie. Au commencement, je n'aurais pas pu employer ce mot. J'aurais dit que j'étais reconnaissante que je le respectais et que je ressentais quelque chose qui ne portait pas encore de nom. Mais avec le temps, cette émotion sans nom avait trouvé le sien, et c'était celui-là. Le juge acquiesça sans sourire. Il accomplissait son travail sans théâtralité, mais quelque chose dans ses yeux m'indiqua qu'il m'avait réellement entendu. Il me demanda d'attendre dehors. Je rejoignis maître Rivière dans le couloir. Laurent était assis sur une chaise en bois, les mains jointes sur les genoux. Lorsque je sortis, il me regarda. J'inclinai une fois la tête. Il fit de même. Maître Rivière murmura que l'entretien s'était bien passé. Il l'avait compris au temps que le juge avait pris pour m'écouter. Lorsqu'un magistrat écoute davantage que ne l'exige la procédure, c'est souvent que quelque chose l'a convaincu. Nous attendîmes. Romain et son avocat se tenaient à l'autre extrémité du couloir. Romain ne nous regardait pas. Il consultait son téléphone avec cette indifférence travaillée de l'homme qui tente de donner l'impression qu'une chose ne l'intéresse pas alors qu'elle lui importe énormément. 40 minutes plus tard, le greffier nous rappela tous dans la salle. Le juge parla avec la voix mesurée des décisions formelles. Il avait examiné les témoignages, les titres de propriété, le rapport d'expertise et les déclarations séparées des deux époux. Un tiers avait certes déposé une attestation suggérant que la nature du mariage était irrégulière, mais ce récit n'était appuyé par aucune pièce, ni par aucun autre témoignage. À l'inverse, plusieurs déclarations indépendantes confirmaient une cohabitation effective et une relation présentant tous les éléments caractéristiques d'un lien authentique. Concernant la propriété, les titres produits étaient clairs. L'interprétation du testament avancé par le demandeur ne trouvait aucun fondement dans le texte original. Les volontés du propriétaire défunt avaient été explicites et dûment consignées devant notaire. Le tribunal statuait donc en faveur du propriétaire actuel. En entendant ces mots, je n'éprouvais pas d'euphorie, mais quelque chose de plus profond semblable au calme qui survient lorsqu'une tension maintenue, pendant des mois, finit enfin par céder. Maître Rivière pressa le bras de Laurent. Laurent ne dit rien. Il regarda la table, respira, puis leva les yeux vers moi. J'y vis une émotion d'une intensité inconnue, si proche de la gratitude qu'elle ressemblait presque à de l'amour, et si proche de l'amour qu'elle semblait devenir autre chose, quelque chose qui ne possédait pas encore de nom. Romain et son avocat se levèrent sans cérémonie. L'avocat lui parlait à voix basse tandis qu'il rassemblait ses papiers. Avant de sortir, Romain regarda Laurent. Ce regard fut long et complexe. Il contenait de la frustration certes, mais aussi quelque chose de plus enfoui, une forme de reconnaissance, comme s'il savait, malgré tout, qu'il avait perdu équitablement. Il ne prononça aucun mot et partit. La porte du tribunal se referma derrière lui avec un bruit définitif. Nous sortîmes dans la rue. Le soleil de décembre était clair et vif, projetant une lumière froide sur la place paisible, ses arbres nus, ses bancs, et les pigeons qui avançaient sans hâte. Maître Rivière nous serra la main à tous les deux. Il déclara que travailler avec nous avait été un plaisir, et qu'il espérait ne jamais avoir à nous revoir dans un contexte semblable. Un léger sourire adoucissait sa formalité. Puis il retourna vers son cabinet. Laurent et moi restâmes debout sur le trottoir côte à côte à regarder la place sans parler pendant un moment. Puis il dit qu'il voulait enfin m'avouer quelque chose qu'il portait depuis longtemps. Lorsque Marianne était morte, il avait cru que la partie de lui capable d'aimer quelqu'un était morte avec elle. Il ne présentait pas cela comme un drame, mais comme un fait accepté avec la même résignation que l'hiver on sait qu'il finira, mais tant qu'il dure, il dure.
Je lui avais prouvé qu'il s'était trompé, non par de grands discours ou des gestes éclatants, mais lentement avec le basilic, les dossiers remis en ordre le thé au crépuscule, et la question honnête du juge à laquelle j'avais répondu sans hésiter. Il ignorait comment avancer à partir de là. Notre accord devait durer 1 an et cette année touchait à sa fin. Il ne voulait pas qu'elle se termine, mais refusait également que je reste par obligation. Si je demeurais auprès de lui, il voulait que ce soit parce que je le désirais. Je le regardai droit dans les yeux et lui dis que depuis des semaines je désirais rester. La ferme était devenue la mienne d'une façon qu'aucun titre de propriété ne pouvait expliquer. Lui aussi était devenu mien d'une manière qu'aucun contrat ne pouvait contenir et qu'aucune décision de justice ne pourrait annuler. Je restais non seulement pour lui, mais pour nous deux, parce que ce que nous avions construit là avait trop de valeur pour être abandonné. Il me regarda longuement. Puis, sur le trottoir de ce petit village, sous le soleil de décembre avec la place et les pigeons autour de nous, il fit quelque chose que je n'avais pas davantage prévu. Il s'approcha et me prit dans ses bras. Ce n'était pas seulement une étreinte de victoire ou de soulagement. C'était le geste d'un homme resté seul pendant très longtemps et qui se rappelait soudain qu'il n'était pas obligé de le rester. Je l'enlaçai avec la même force et pensai à tout ce qui avait dû arriver pour nous conduire. Jusqu'à cet instant, la maladie de ma mère, la dette, le désespoir, l'étrange, accord la chambre, parfumé au pain, le carnet de Marianne. Les dossiers de la ferme, la visite de Romain, les nuits dans la cour et la question du juge. Aucune de ces choses n'avait été une erreur. Chacune avait constitué une étape sur un chemin que je n'avais pas choisi au départ, mais que j'avais appris à parcourir et qui désormais était le mien. Nous rentrâmes au domaine au milieu de l'après-midi. En franchissant le portail, je vis le grand tilleul, au centre de la cour, le potager avec ses tomates, et son basilic la grange, la cuisine et la fenêtre de ma chambre, encadrées de bois neuf. Je compris qu'elle n'était plus la chambre d'une personne de passage. C'était ma chambre dans ma ferme, au cœur de ma vie. Berthe nous attendait avec un plat dont l'odeur avait quelque chose d'une célébration, même si elle n'aurait jamais employé ce mot. Ma mère tricotait sous l'arbre. Elle leva les yeux à notre arrivée, nous regarda, observa, Laurent revint vers moi et sourit de cette manière qui valait plus que 1000 phrases. Ce soir-là, nous dînâmes tous les 4 autour d'une bouteille de vin que Laurent avait gardée pour une occasion particulière. Et pour la première fois, depuis mon arrivée, la table ne me parut plus empruntée. Elle me parut complète. Le printemps arriva sur le domaine comme tout arrivait en ce lieu, sans demander la permission avec une force naturelle qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Les jours s'allongèrent. Les champs devinrent plus verts à certains endroits et plus dorés à d'autres. Aux heures les plus douces, les animaux ralentissaient, et l'ombre du grand tilleul au centre de la cour ressemblait à un cadeau du monde. 4 mois s'étaient écoulés depuis la fin du procès, 4 mois depuis le trottoir du village L'Étreinte et la bouteille de vin de cette soirée. Les choses avaient continué à évoluer avec la lenteur réelle qui leur appartenait sur cette ferme, sans bond ni drame, avec la même constance que la terre lorsqu'elle travaille sous la surface. Invisible jusqu'au jour où ses résultats apparaissent sous la forme d'une pousse nouvelle. Laurent et moi avions trouvé une manière d'être ensemble qui ne nécessitait aucune explication. Cela se voyait le matin lorsque nous déjeunions en échangeant les paroles courtes et suffisantes de ceux qui se connaissent. Dans les après-midi de travail où nos rôles étaient devenus complémentaires, comme s'ils avaient été conçus ainsi depuis toujours, et pendant les soirées dans la cour, qui n'étaient plus seulement faites de silence partagé mais aussi de mots. Laurent avait appris à me parler comme il n'avait plus parlé à personne depuis très longtemps, avec prudence, mais chaque jour un peu plus facilement comme quelqu'un qui recommence à utiliser un muscle resté immobile trop longtemps, et lui rend peu à peu sa force. Le potager s'était développé bien au-delà de mes espérances. Les tomates avaient donné en abondance. Le basilic occupait tout un coin, et son parfum se mêlait à celui de la terre après la pluie. J'avais aussi planté des courges qui grandissaient lentement, mais sûrement des oignons de l'ail, et quelques fleurs sans utilité pratique, parce que ma mère insistait pour que le potager ait un peu de couleur. Je finis par céder à son argument et semai des soucis et des marguerites sur les bordures. Un jour, Laurent les examina avec son expression d'évaluation habituelle, puis déclara qu'elles étaient très bien et qu'elles apportaient quelque chose au jardin. J'ignorais s'il parlait des fleurs ou d'autre chose,
mais je laissai sa phrase telle quelle. Ma mère était restée non plus en invitée, mais comme une partie du domaine. Sa santé s'était considérablement améliorée grâce à l'air de la campagne et au calme de la routine. Le cardiologue consulté dans la ville voisine confirma que ses résultats étaient meilleurs et lui recommanda de continuer ainsi. Elle continua donc à tricoter sous le tilleul, à donner des avis que personne ne sollicitait, mais qui se révélaient presque toujours justes à gagner le respect silencieux de Berthe, difficile à conquérir, et la sympathie des ouvriers qui soulevaient leurs casquettes chaque fois qu'ils passaient près d'elle. Berthe demeurait le cœur pratique de la ferme. 2 fois par semaine, ponctuelle comme l'aube avec son chignon serré et ses mains rapides, elle avait accepté ma présence définitive sans aucune cérémonie. Un jour, elle arriva avec une plante en pot et la déposa sur l'étagère de la cuisine sans un mot. Lorsque je lui demandai de quelle variété il s'agissait, elle répondit que c'était une plante d'intérieur qu'elle vivait longtemps et n'exigeait pas beaucoup de soins. J'eus l'impression qu'elle parlait d'autre chose que de la plante, mais je ne l'interrogeai pas. Je la laissai dans son pot, exactement où Berthe l'avait placée, et trouvai que la cuisine paraissait plus belle ainsi. Monsieur Étienne téléphonait de temps en temps. Il venait parfois passer un week-end au domaine avec Hélène. Ses visites avaient pris la forme d'une famille choisie, avec de longues conversations sous le tilleul des repas, qui duraient plus que nécessaire, et des rires qui naissaient sans avoir été préparés. Hélène et moi étions devenues amies de la manière dont le deviennent les femmes qui se comprennent sans avoir à trop s'expliquer. Nous parlions des choses pratiques et des choses profondes avec la même facilité. C'était le genre d'amitié dont on remercie la vie. Nous n'eûmes plus de nouvelles de Romain. Maître Rivière confirma que la décision était définitive et qu'aucun recours raisonnable ne pouvait encore être exercé dans les délais. Si Romain voulait tenter une autre voie, il devrait investir du temps et de l'argent pour un résultat qui n'en vaudrait probablement pas la peine. Il semblait l'avoir compris, ou du moins avoir accepté que cette bataille était perdue. Après le jugement, Laurent ne parla plus de son frère, ni avec colère, ni avec triomphe. Il cessa simplement de l'évoquer comme on cesse de parler d'une tempête lorsqu'elle est passée. La vie possède cette manière de continuer qui ressemble parfois à de l'indifférence, mais qui est en réalité de la résilience. Un après-midi d'avril, tandis que je vérifiais les comptes du mois dans le salon, Laurent entra et s'assit face à moi. Il tenait un petit papier plié. Il le posa sur la table et le poussa dans ma direction sans prononcer un mot. Je l'ouvris. La note était écrite de sa main, avec cette écriture large et directe qui lui ressemblait. Elle disait « Je veux que tout cela soit véritablement à toi. Pas seulement sur le papier, pas seulement à cause d'un accord. À toi pour de vrai. » En dessous se trouvait une question, une seule courte et sans détour. Je la lus 2 fois, puis relevai les yeux. Laurent me regardait avec son calme habituel, un calme devenu différent maintenant que je savais ce qu'il dissimulait, que je connaissais le monde vivant sous cette immobilité. Je lui demandai s'il était certain. Il répondit oui avec sa fermeté habituelle, sans hésitation ni calcul. Je répondis oui à mon tour, et ce oui n'était plus celui d'un arrangement. C'était une décision véritable prise par une personne réelle pour une vie réelle. Cet après-midi-là, nous sortîmes ensemble dans les champs. Nous marchâmes parmi les animaux et les terres, avec la même simplicité que celle qui guidait tout ce que nous faisions, sans avoir besoin de beaucoup parler, accompagné d'un silence qui n'était plus vide, mais rempli de tout ce que nous avions vécu. Le soleil descendait vers l'horizon, et le ciel prenait ces teintes orange et violettes que j'avais appris à attendre chaque soir. Je pensais à la Camille d'1 an, auparavant, celle qui avait signé les documents d'une main tremblante devant l'officier d'état civil, celle qui était arrivée dans cette ferme avec une petite valise et la peur collée au corps, celle qui avait regardé ces terres comme un endroit étranger et provisoire. Cette femme et moi étions la même personne, et pourtant nous étions totalement différentes. Elle ignorait encore tout ce que la terre peut enseigner, les endroits qui paraissent étrangers finissent par devenir les nôtres avec le temps et le travail. Les personnes qui semblent fermées abritent des mondes entiers, attendant que quelqu'un ait la patience de les découvrir. L'amour n'arrive pas toujours de la manière dont on l'imagine. Parfois, il prend la forme d'un café posé sur la table, sans qu'on l'ait demandé, d'une couverture dans une grange mouillée, d'une fleur jaune dans un verre bas, d'une chambre construite en bois neuf et parfumée au pin,
ou d'un homme incapable de dire ce qu'il ressent avec des mots, mais qui le dit dans chacun de ses gestes. Laurent s'arrêta à l'endroit où la clôture finissait et où commençait l'horizon. Il regarda devant lui, puis se tourna vers moi. Il ne dit rien, mais son regard contenait tous les passés que nous avions apportés, chacun de notre côté. Le présent que nous avions bâti ensemble et l'avenir que nous venions de décider d'affronter, sans contrat, écrit seulement avec la volonté de deux personnes ayant trouvé dans le lieu le plus inattendu et de la façon la plus improbable. Quelque chose qu'aucune n'avait osé chercher, mais dont toutes, deux avaient besoin dans une partie honnête et profonde d'elles-mêmes. Il prit ma main, la même qu'il avait tenue pour la première fois cette nuit-là devant la table éclairée par la petite lampe. Mais son geste était différent à présent, plus lourd de sens, plus chargé d'histoire, rempli de tout ce qui s'était produit entre ce premier contact et celui-ci transformé en une chose qui n'avait plus besoin d'être expliquée parce qu'elle faisait désormais partie de ce que nous étions. Nous restâmes ainsi un moment debout au milieu de ces champs immenses sous un ciel qui commençait à s'enflammer des couleurs du soir. Deux personnes étaient entrées dans un accord qui n'avait jamais été seulement un accord. Elles avaient construit quelque chose, sans savoir qu'elles le construisaient, et avaient appris l'une de l'autre ce qu'il existe de plus difficile et de plus nécessaire: faire confiance, rester choisir, puis continuer à choisir chaque jour. Derrière nous se trouvait la ferme avec son grand tilleul, son potager de basilic et sa cuisine où la nouvelle plante reposait sur l'étagère. Berthe préparait probablement déjà le dîner, tandis que ma mère tricotait sous l'arbre avec cette paix intérieure qui était la chose la plus précieuse qu'elle m'ait enseignée. Tout cela était à nous, pas seulement sur le papier, pas à cause d'un arrangement, à nous pour de vrai. Et cela suffisait. C'était plus que suffisant. C'était tout.